Bonjour à toutes et à tous, bonjour Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct, en public du Théâtre L'Européen à Paris. Merci beaucoup pour cet accueil. C'est le Stade de France. C'est chaleureux. C'est très chaleureux. Merci beaucoup, merci. On est ravis de vous retrouver. À chaque fois, on a l'impression d'être des rockstars. Vous nous réservez un accueil de dingue. On a l'impression d'être Michel Barnier au Salon Polydor, ou Michel Barnier à un meeting du RN, ou Michel Barnier à Nice. Et c'est le même lieu pour les trois, évidemment. Merci à toutes et à tous. Nous sommes le 20 octobre 2024. Et si vous nous écoutez dans le futur, sachez que nous sommes à une époque où un génocide se prononce légitime défense. Buter un cycliste s'appelle « C'est la faute à Hidalgo » et catastrophe climatique se prononce Agnès Pannier-Runacher. Mais on vit à une époque formidable où la grâce et l'élégance se prononcent Juliette Arnaud. Oui. Bonjour. Ça va Juliette? Ça va très bien. Bon, t'as passé une bonne semaine? Excellente. Comment va Kiki? Kiki qui est, je le rappelle, la chatte à Juliette. Comment va Kiki? J'ai une excellente nouvelle pour tout le monde. Kiki rentre en CM1. Oh, la pression, c'est une grande. Et on est à une époque également où grâce et élégance, et c'est plus surprenant, se prononce Aymeric Lomprey. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Aymeric, et vous faites bien de l'applaudir, Aymeric, parce qu'il a un gros besoin de réconfort. Il a perdu une proche, je sais pas si on peut en parler, ça pète un peu l'ambiance. J'avais peur de... La trottinette. Oui, voilà, ma trottinette, en fait. Je voulais pas mettre une chape de plomb dès le début, mais... Chape de plomb. Ouais. Ouais, c'est important. Ça peut. Où est-ce que j'ai mis ma trottinette du coup? Bon, allez, attends, on y va. On continue. Et en fait. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, non, mais on en parlera plus tard. Ouais, bah... 23h, 23h30. On vit également à une époque où la grâce et l'élégance. Non, là, ça marche pas. Faut quand même pas déconner. Pierre-Emmanuel Barré est avec nous, bien sûr. Ça va Pierre-Emmanuel, t'as passé une bonne semaine? Mais maintenant que j'ai appris pour la trottinette d'Aymeric, ça va plus du tout. Un peu moins. J'ai vu que t'es en tournée toujours avec ton spectacle? Non, je joue à Paris là en ce moment. Oh là là, à la capitale. J'ai vu que t'avais aucune date à Saint-Roustan. Est-ce que c'est parce que c'est une ville qui n'existe pas? Je te cache pas que ça joue. Ça joue, on a essayé d'appeler le théâtre, mais on n'a pas trouvé le numéro. Y a pas le théâtre n'existait pas. Voilà. Enfin, que des emmerdes. Ça joue, mais ça ne joue pas. Et nous rejoindrons pendant l'émission Guédré, Thomas VDB et le journaliste scientifique qu'on adore, Florian Gouttière. C'est donc parti pour cette nouvelle émission Breaking News. Priorité au direct, top à l'info, top à la vachette. Quand c'est trop pico. L'islam politique. Non, attendez, je me suis un petit peu... Non, voilà, je me suis enflammé. On commence avec notre traditionnelle analyse de l'actualité et la revue de presse. Oui, c'est moi qui commence. Allez. C'est moi qui commence avec... J'ai une info, ça m'étonne pas. 8 automobilistes sur 10 qui ont un comportement dangereux au volant sont des hommes. Ça m'étonne pas. Moi non plus, heureusement, le comportement dangereux n'aboutit à un accident que 2 fois sur 10, parce que nous, on sait conduire. Oh, c'est pas très 2024. C'est complètement 2024. Allez, ça tombe bien parce que moi j'ai une info. Ah, eh ben mieux vaut tard que jamais, mon petit chat. Elisabeth Borne a déclaré que la classe politique française serait machiste. Mieux vaut tard que jamais, mon petit chat. Un jour, c'est sûr, Elisabeth Borne, elle découvrira l'Amérique en pensant que c'est l'Inde. Alors nous, les habitants de là-bas, on les appellera les Indiens, comme les Indiens d'Inde, alors que ça n'a rien à voir. On a compris. On avait compris dès le début. Non mais on a vraiment compris le truc. Moi, j'ai une info super géniale. Une série retraçant l'histoire de Love Story 1 rencontre un gros succès. Super génial. Et oui, rappelons qu'à la télé, pour voir des gens payés à s'engueuler, à bouffer, à rien foutre de leur journée, il y a toujours Public Sénat. Bien envoyé, patron. Trempez la plume dans le vitriol, vous êtes le meilleur. Je n'ai rien perdu de ma verve. Et non, moi j'ai une info. Mais non, mais c'est trop triste. Cyril Hanouna devrait quitter le groupe Canal. Mais non, mais c'est trop triste. On l'accueillera naturellement avec plaisir dans la dernière. On l'empaille avec la bouche ouverte, on le cale entre 2 urinoirs. Pour une fois dans sa vie, il servira à quelque chose. Oh là 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 là, ça sent le clash. C'était pas méchant. Ça clash. Bah, chaque époque a comme ça son clash, on choque des titans. Il y a eu Camus, Sartre, voilà, Hanouna, Pierre-Emmanuel Barré. J'ai une information. Waouh! La production de cocaïne a atteint un record historique en Colombie en 2023. Wow. Ce qui promet encore de belles chroniques d'Aymeric Lomprey. Oh, j'ai arrêté en plus. Ah, pardon. Bon. Oh, dis donc, j'ai une info moi aussi. Oh là là. J'ai une info. Oh, la bonne nouvelle. Le Parti Socialiste va former ses candidats aux violences sexuelles et sexistes. La bonne nouvelle. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver des candidats socialistes.
Moi, j'ai une info. Tiens, la vraie vie, ça ressemble à mes pires cauchemars. La Corée du Nord, 4e armée du monde, a envoyé des milliers de soldats nord-coréens aider l'armée de Poutine. Tiens, la vraie vie, ça ressemble à mes pires cauchemars. Heureusement, il y a une solution toute simple. Arrêtez de dormir. C'est une perte de temps, c'est pas comme ça que vous deviendrez Elon Musk. Paf, bien envoyé, Juju. Oh, moi j'ai une info, dis donc. J'ai une L'info, info. c'est que tu te fais rire tout seul. Ouais. C'est pas une info. Je me suis bien fait rire. Non, moi j'ai une info, ça a changé l'esprit Canal. Éric Zemmour va adapter son livre Le suicide français en documentaire pour Canal+. Ça a changé l'esprit Canal. Ouais, ils veulent aussi faire Tintin en Congo en film, Mein Kampf en BD et l'heure des pros, ça bouge pas. Ouais, pareil. Moi, j'ai hâte de l'adaptation du livre de Bruno Le Maire, dilaté comme Jaja. Mais en attendant, Emeric, concentre-toi, parce que je t'avais confié une mission au tout début de l'année, première émission, Oui. tu avais fait la météo, Ouais, c'était un échec. échec, et après, tu as fait la bourse, Échec. point trafic, Et c'était un échec. sortie culturelle à Lille. Échec. La semaine dernière, tu nous parlais des seins, mais je te cite, pas les seins, les nénés, Oui. mais les seins comme les éphémérides. Oui. Je suppose que tu Ouais, considères ça comme... Moi, je considère ça comme un échec. C'est un échec, tout le monde considère ça comme un échec. Alors figurez-vous que ça a bien buzzé chez les jeunes, mais le problème c'est que voilà, je vais pas le refaire parce que ça m'ennuie un peu, parce que je trouve que j'utilise pas mon talent à bon escient et que en tant qu'artiste, interprète, acteur, traveler et gaucher, je me dois traveler. C'est bon, Non. c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Mais en fait, je me dois d'ouvrir mon plexus du soleil. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler quand est-ce qu'il se lève le soleil, car qu'est-ce qu'il y a de plus important que le soleil, à part la main d'un enfant tendu, peut-être. Et encore, qu'est-ce qu'un enfant sans soleil? Un enfant tout pâle, un enfant anglais. A-t-on envie d'être entouré d'un enfant tout gros, roux et vulgaire? Je ne crois pas. Le soleil, c'est l'alpha. Sans le soleil, nos jours seraient gris, nos cœurs vides et nos plantes bien ternes. Sans le soleil, nous sortirâmes de l'eau en grelottâmes. Sans le soleil, les vérandas seraient simplement des préaux. Sans le soleil, Jennifer, elle aurait juste chanté « Oh !» Sans le soleil, le Japon s'appellerait juste Japon. Sans le soleil, certains magasins s'appelleraient juste Point. Ça va, Emeric Rimbaud. Ok, dis-nous juste à quelle heure se lève le soleil cette semaine, ça ira très bien, je te jure. Ok, patron. Lundi, il se lèvera à 8h20. Voilà, c'est bien. Mardi, à 8h22. Tiens, soleil fait grasse mat. Il a pris une cuite la veille ou quoi? Le soleil, c'est Elisabeth Lévy? Non. Mercredi, 8h19. Oh, il rattrape 16h. Jeudi, il se lève pas. Quoi? Vendredi. Attendez, je crois que je suis en train de me rendre compte que c'est encore un échec. Ouais. Est-ce que, monsieur le patron, est-ce que je peux déjà faire celle de la semaine prochaine afin de rattraper des auditeurs? Non, parce que tu as utilisé ton temps de parole et le temps est précieux. Mais commence déjà à travailler pour la semaine prochaine. Ce sera sur quoi? La mode. Bon, allez, on n'a pas forcément hâte. Merci. De l'info, de la précision, de la poésie, mais aussi de la musique avec Juliette Arnaud. Enfin, c'est pas toi qui vas chanter. Non. Quoique. Tu veux nous chanter un petit truc? Les poils. J'ai les poils. Mais on va quand même confier ça. On va avoir besoin d'écouter un petit peu de chronique pour de musique, pardon. Ah, t'as confondu, hein? Oh là 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 là. C'est des moments de radio. Pour se détendre. Pour le direct, la magie du direct. Qu'est-ce qu'on va écouter pour se détendre, Juliette? Eh ben, ça tombe bien parce que j'ai, en la personne du groupe californien The Sacred Souls, et leur titre Live for You, ça sonne aussi délicieusement que Curtis Mayfield. Et c'est comme si les années 70 étaient encore là avec un mantra solide. Get up now and live for you, baby. C'était The Sacred Souls. Live for you. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Emeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour. Comme vous le savez, toutes les semaines, on aime bien recevoir des gens qui n'ont pas forcément un film à vendre, ou un disque à vendre, ou des fringues à vendre. Coucou Orelsan, ça va? Mais juste des gens qui nous réconcilient avec l'espèce humaine. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir bien fort une des porte-paroles coordinatrices de l'association L'Auberge des Migrants à Calais, Flore Judet. Bienvenue Flore. Bravo. Bienvenue. Bravo. T'as souvent des accueils comme ça?
Pas souvent. Quand non. tu vas à la préfecture de police, il n'y a pas d'enthousiasme C'est un peu mieux. particulier. Il y a un peu plus d'engouement. Merci en tout cas d'être avec nous, sois la bienvenue. T'as pas de parfum ou de film à vendre Non, profitons-en. pas immédiatement, plus Bon. tard. Alors j'ai dit que tu étais porte-parole, coordinatrice plus exactement, c'est ça, de l'Auberge des Migrants? Ouais, pour être exact, je suis coordinatrice de programme et de communication pour l'Auberge des Migrants, mais c'est un peu long, donc on préfère coordinatrice. Ok, alors on va déjà savoir qu'est-ce que c'est exactement l'Auberge des Migrants, à part un nom qui file la tourista à Bruno Retailleau. Qu'est-ce que c'est exactement l'Auberge des Migrants et qu'est-ce que vous y faites et qu'est-ce que tu y fais? Alors, l'Auberge des Migrants, c'est une association qui a été fondée en 2008 par un monsieur qui s'appelle Christian Salomé, où je vais juste faire une petite parenthèse pour saluer sa mémoire parce qu'il est décédé en août et c'est grâce à lui que cette association existe. Eh ben, on peut l'applaudir. Voilà. Donc, merci à lui. voilà. Et aujourd'hui, l'Auberge des Migrants, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui marche un peu sur deux jambes. Donc on a une première jambe qui est représentée par un lieu, qui est ce qu'on appelle l'auberge, en fait, qui est un entrepôt. Et contrairement à ce que son nom indique, on n'accueille pas de personnes dedans, mais on accueille des associations. Donc en fait, on fait du faire ensemble en fait, dans cette auberge. On a plusieurs associations qui ont des travaux complémentaires. Ouais. Je vais Donc, y a prendre pas mon de... souffle. Non, mais il n'y a pas de. Non, mais tu fais bien de le préciser, c'est pas Ouais. l'hôtel des. Non, on fait pas d'accueil. Ouais, Il y a pas d'accueil, d'autres, voilà. il y en a d'autres qui en font, mais nous on fait pas d'accueil à proprement parler. On accueille des associations et on fait, on aide au faire ensemble. Vous faites un peu le lien entre plein d'assos qui travaillent sur place à Calais avec les réfugiés. Bah en fait, on est le point de départ d'une grosse partie de l'aide humanitaire de Calais, donc on permet de stocker des équipements, on met à disposition des locaux, on met à disposition des bureaux, on met à disposition des moyens techniques. En fait, c'est des choses qui paraissent assez brutes comme ça, mais bon, Bah, ça importantes, permet oui, voilà surtout. de faire du commun, de faire du collectif et de travailler ensemble. Et à des associations qui font des choses très différentes mais complémentaires. Donc ça, c'est notre premier volet. Ouais, et t'as dit qu'il y en avait deux. Et T'avais ouais, laissé un et petit j'arrive suspense. sur Et là, la les gens sont comme des deuxième dingues. jambe. Ils se disent. Ça va Mais c'est quoi la deuxième jambe? Retenez votre souffle. Du coup, on a vraiment une partie beaucoup plus terrain, Ouais. donc où on s'est beaucoup adapté en fait aux besoins et répondre à des besoins Prioritaire, quoi. j'imagine. prioritaires, comme il y en a beaucoup malheureusement sur le littoral et à la frontière franco-britannique, parce que je vais beaucoup parler de Calais, mais ça va de Calais à Grande-Synthe jusqu'à Ouistreham. Enfin, c'est Ouais, pas. ouais, on va en parler de toute cette voilà. frontière bizarre là. Ouais. Et du coup, nous, on a deux projets. Un projet qui, en fait, va faire de la lutte contre la précarité numérique. Ok, alors, intéressant. comme ça, Ouais, voilà, on va... et de l'accès à l'information. Donc, ça s'appelle Channel Info Project. Et on crée un guide, déjà, d'une part, multilingue, qu'on va mettre à jour tous les mois, qui va recenser, en fait, tous les services présents sur le littoral, à Calais et à Grande-Synthe. Donc, en fait, c'est deux guides. Donc c'est un site particulier sur lequel ils peuvent se connecter pour trouver toutes les aides possibles. Ouais, c'est une feuille en fait, c'est une feuille A4 Ok. parce que Ah oui, malheureusement, d'accord, ok. voilà, en gros, c'est une feuille A4 qui est mise à Ah, mais disposition. comme tu parlais de précarité numérique, je pensais que c'était. Non, c'est la digital. deuxième partie, la Ok. précarité. Cette Oui, c'est deuxième aussi jambe a accessible. elle-même deux jambes. Exactement. On commence à être sur de la Ça fait un radioactivité. peu, il y a beaucoup de jambes. Non, mais c'est passionnant. Et on peut revenir sur la précarité numérique parce que Ouais. ça c'est important. On a l'impression justement que ça l'est pas parce qu'on se dit le numérique c'est Candy Crush et qu'on se dit surtout que les fachos ils te disent bah c'est peut-être pas la priorité qu'ils aient un téléphone, Ouais. etc. Oui, mais après, la précarité numérique, en fait, avoir un téléphone chargé, ça peut permettre d'appeler les secours quand on est en détresse dans la Manche. Je pense qu'on reviendra sur le sujet. Ouais. Ça peut permettre d'appeler des services d'urgence aussi quand on est à terre, parce que les gens vivent dans des conditions de vie qui ne font pas du bien à leur santé ni à leur corps. Donc oui, c'est assez, et ça permet de faire du lien en fait. Aussi, c'est des gens qui sont très loin de chez eux et donc voilà, Ouais, il y a quand même la précarité. En fait, Ah mais c'est bien de le dire aussi quoi parce qu'on oui, le dit pas. oui, c'est vrai que On ça le dit fait pas un beaucoup. peu. Ça paraît pas essentiel comme Ouais. ça, mais si, en fait, Alors que c'est vraiment essentiel. Et du coup, cet accès à l'information, pareil, c'est quelque chose qui va permettre, en fait, de savoir où chercher à manger, où chercher une couverture, où chercher une tente, enfin, Des toutes ces médicaments, choses-là, etc. des Ouais. médicaments, l'accès à la santé, en fait, ça permet l'accès aux droits. Donc voilà, ça, c'est Channel Info Project. Ok. Et alors, j'arrive à l'autre jambe. Ok, On ah a oui, beaucoup, d'accord, ok. beaucoup de Non, jambes. non, mais c'est bien. C'est une araignée. Oui, c'est ce que je vous avais pas dit, C'est le c'était une sniper. araignée. Sniper de l'émission. C'est notre Laurent Bouffi. Donc on a un second projet, excusez-moi. Non mais vas-y. De toute façon on a le temps. On a vraiment 2 heures pour en parler donc il y a vraiment Super. pas de soucis. C'est une araignée Il y a avec plein des- de jambes. Voilà. Et en plus c'est vrai que voilà, Dès agrément qu'il y a un ton blanc, je propos. snipe. Super, merci. On a un second projet qui lui s'appelle le Woodyard.
Ouais, ça aussi c'est important, ouais. Oui. Vas-y, je te Voilà, laisse, c'est un projet qui est actif l'hiver. Et en fait, on va tout bêtement couper du bois, distribuer du bois sur l'ensemble des lieux de vie à Calais. Donc c'est vraiment un projet qui sort un peu d'une gouvernance humanitaire habituelle, parce que c'est vraiment de l'aller vers. Pour le coup, c'est l'idée d'aller rencontrer chaque personne, que chacun ait la même quantité de bois à intervalles réguliers. Donc il faut savoir... Peut-être que certains connaissent le nord de la France, il fait pas toujours très chaud. J'ai entendu parler de ça, Ouais. effectivement, de cette information. Voilà. Émeric en vient, d'ailleurs. Moi, je viens d'une. Ouais. Voilà, donc la pluie, le froid, tout ça, c'est des choses. Non, ça va. Ouais. Donc on est d'accord que c'est du bois pour que les réfugiés puissent se faire des feux de bois. Exactement. En fait, c'est du bois de chauffage et ça permet de faire du feu, mais pour sécher ses vêtements, se faire à manger, se réchauffer, créer des espaces de convivialité dans des endroits qui sont particulièrement hostiles. Il faut se rendre compte que les gens vivent sous des tentes, parfois dans des champs de boue. Donc ça permet. Oui, mais le feu, c'est sûr, c'est la base. Ouais. Voilà. Je peux juste, mais faire juste un petit point sémantique, parce que les fachos utilisent beaucoup le mot migrant, Ouais. qui fait peur. Évidemment, on parle de l'auberge des migrants depuis tout à l'heure, mais on a remarqué avec Juliette que sur le site, vous utilisiez plutôt le mot exilé, réfugié. On utilise surtout le mot personne. Ouais. En C'est fait, pas mal aussi, finalement. Ah oui, parce que c'est des êtres humains, on l'a pas dit. Donc Voilà. Non, mais en fait, c'est vrai qu'à la limite, personne migrante, c'est de la sémantique qui paraît un peu idiote, mais sortir compte de aussi. l'essentialisation des personnes et juste rappeler que ce sont des personnes et que la situation d'exil, c'est un moment qui est passager, en fait. C'est ou pas, mais en fait, c'est une situation. C'est pas, on va pas essentialiser. C'est pas une identité. Ouais, tout à fait. Contrairement à ce que d'aucuns voudraient laisser à penser. On les connaît, les doquins. Voilà. Quand est-ce que toi, Flore, t'as commencé à t'engager? Est-ce que ça t'est arrivé dès que t'es devenue à peu près une adulte? On y reviendra sur ce soir de grande personne, mais adulte. Ou ça a pris un peu plus de temps que ça? Alors, toujours, on pourra revenir sur ce que c'est que d'être un adulte, effectivement. Moi, ça fait pas si longtemps que... Enfin, si longtemps. Je suis engagée d'abord en tant que bénévole depuis 2020 et engagée en tant que salariée dans ce milieu-là, d'abord pour une autre association qui s'appelle Utopia 56 depuis... Attendez, il y a deux personnes d'Utopia 56 dans le jury. Bravo à elle et eux. Voilà. Depuis... Aïe. On va pas fact-checker, donc même si tu mens, je te promets qu'on te croira. 1890. Ah ouais, Absolument. on peut parler Non, d'adultes, depuis j'ai mars l'impression. 2022. Et à l'auberge, du coup, depuis octobre 2023. Ouais. Et t'as eu un déclic? C'était pour faire chier un tonton à un repas de Noël ou un truc comme ça? Non, il y a eu pas mal de petits déclics. Je pense qu'il y a eu un déclic comme plein de gens, mais qui n'a pas été transformé, on va dire, en 2015-2016. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de ce qui pouvait se passer, de ce qui se passait, et notamment avec la visibilité qu'avait à l'époque Calais, où on en parlait beaucoup plus que maintenant. Alors on parlait de la jungle, si on veut faire Ouais. un point aussi, un deuxième point sémantique. Oui, c'était un bidonville. On parlait beaucoup de ça. Ouais, c'est ça, voilà, on disait jungle au lieu de dire bidonville, alors que c'était un bidonville. C'était un bidonville, Ouais. tout bonnement. C'est Ouais. vrai que ça fait pas très humain, jungle. Bah c'est ça. Alors, il se trouve que le mot jungle, en fait, c'est pas exactement nous, Français, qui l'avons donné, c'est que c'est un mot, enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre d'un mot d'origine iranienne ou afghane. Je crois que ça vient de, je ne sais plus, veut dire c'est forêt. du pashto ou farsi qui est jungle, qui veut dire forêt en fait. Mais après, en fait, là, c'est comment on s'approprie les mots. C'est un peu comme tout. Ouais. Migrant, c'est pas un gros mot, mais comment on se l'approprie derrière, c'est Enfin, ça. qui se l'approprie Et derrière? comment et qui se l'approprie. Et ça dépend comment on le dit. Si on dit la jungle, Tu as peur. ouais, la jungle, les migrants. Ouais. Alors que la jungle, Là, on a envie d'y aller. Par on a envie de manger l'attraction. des pâtes et tout. quoi. Non, là non, par contre, non, tu vas trop loin. Je pense que tu vas trop Sniper, mais nul. loin. Sniper de Wish, mais on t'aime quand même, bien sûr. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler des relations avec la police, entre la police et les associations, notamment l'auberge des migrants et puis les autres associations évidemment qui travaillent sur place? Vous vous Voilà, entendez bien. c'est bon, voilà. Très bien. Eh bien, on en a Non, parlé. bien sûr qu'on peut en parler. Alors, avec les associations, c'est une chose. Il y a surtout, déjà, avec les personnes Ouais. dealées, les personnes concernées. Je pense Ouais, que ouais. c'est là-dessus surtout qu'il faut appuyer, parce que oui, il y a des rapports tendus avec les associations, parce qu'on constate ce qui se passe auprès des personnes exilées, en fait. Et aujourd'hui, l'action de la police, elle se présente sous beaucoup d'aspects, notamment à Calais et aussi à Grande-Sainte, mais sur d'autres rythmes, les expulsions de campements, donc de lieux de vie. En fait, les gens vivent dans des lieux de vie informels qui sont
bon, comme je disais, soit des champs de boue, soit des hangars. Enfin, c'est des conditions de vie absolument atroces. Et là-dessus se rajoute... Quelque chose qu'on a sorti du chapeau après du coup l'évacuation du bidonville de la Lande justement, qu'on a appelé la politique 0 point de fixation. Voilà, donc Et, ça, le harcèlement, voilà. Et donc on a formalisé ces expulsions de campement tous les 2 jours, toutes les 48 heures. Une partie des campements de Calais sont expulsés, donc ça... Comment ça se matérialise ? C'est des CRS qui arrivent, qui font un espèce de cordon, qui demandent aux personnes de partir. Ils virent les journalistes aussi pour qu'ils soient Ils loin, demandent du coup aux associations, notamment Human Rights Observer, qui documentent ces expulsions. Ils les mettent hors du périmètre pour que justement elles ne puissent pas documenter bien ce qui se passe. Et en fait, les personnes... C'est légal ça ? De demander à des journalistes de partir d'un endroit où on fait... ce genre de choses. Tout à fait. Enfin, je veux dire hors de Gaza. J'ai l'impression que la réponse était dans la question. Bon, après, je suis pas professeur en droit. Question bien sûr. rhétorique. Moi non plus. Vous voulez mon avis, du coup? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir dans quelques instants. On va évidemment parler de tout ça jusqu'à 20h. Savais-tu d'ailleurs que, Flore, un proverbe chinois dit « Les bonnes marchandises se passent de publicité ». Eh ben, c'est l'heure de faire la promo des mauvaises marchandises. C'est la publicité. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invitée Flore Judet, coordinatrice de l'Auberge des Migrants à Calais. Merci d'être avec nous, Flore. Avant de continuer avec toi, on avait envie d'écouter un petit peu de musique. Alors évidemment, on est sur Nova, donc il y a la playlist de Nova, la fameuse, qui fait le bonheur du comte Sassem de Zao de Sagazan. Mais on a aussi nos chanteurs, nos chanteuses à nous dans l'émission. Et une chanteuse, mesdames et messieurs, Guédré est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Coucou Guédré. Bon, coucou. Kikou. Je sais pas pourquoi. Voilà, moi, je sais. fais comme vous. Je suis le mouvement. On t'écoute, Guédré. Et vous vous souvenez dans nos livres d'histoire, quand on lisait des trucs vraiment foufous, des choses tellement dingos qu'elles étaient difficiles à croire, genre un type qui décide de tuer plein de gens d'un coup. On se disait c'est incroyable, mais comment c'est possible que personne n'ait rien fait pour empêcher ce zinzin? Pourquoi on a laissé faire des choses aussi terribles? Ah, les gens à l'époque, ils étaient vraiment inhumains. On était là avec nos appareils dentaires à se dire « Ouah, chaud !» sans savoir qu'on deviendrait nous aussi ces gens qui laissent faire. Parfois la vie c'est rigolo. J'espère mourir avant de devoir expliquer à mes enfants pourquoi on n'a rien fait à part tweeter. Et vous vous souvenez des photos de charniers et qu'on se demandait comment les gens faisaient pour continuer à vivre comme si de rien n'était? Bah maintenant on sait comment ils faisaient pour boire leur café le matin, pour se dire tiens je mangerais bien un petit cachou, pendant qu'au même moment on massacrait des gamins. Bah ils faisaient comme nous. Ils ne faisaient rien, c'était des grosses merdes. Bon, peut-être quand même, ils devaient verser leurs petites larmes. Et nous, on est pareil, on est des grosses merdes, mais un peu moins grosses que celles qui fournissent les armes. J'espère mourir avant de devoir expliquer à mes enfants pourquoi on n'a rien fait à part tweeter. J'espère être morte et enterrée quand les prochains livres d'histoire seront imprimés, et ne jamais croiser le regard des futurs ados quand ils se diront « Ouah, chaud !» Merci beaucoup. Merci Guédré. Merci à vous. Merci beaucoup de nous rappeler qui on est. Chaud. Chaud. Ouais,
C'est très chaud, merci Guédré. Qu'on peut retrouver en podcast partout sur les applis, voilà, n'hésitez pas à partager, etc. Je pense que ça va être partagé, ouais. Ouais, c'est possible, c'est possible. On est toujours évidemment avec Flore C'est quoi Judet. le titre? La chanson des grosses merdes? La- Non, c'est pour Qu'est-ce savoir que- comment tu as je vais la titré ta trouver. chanson? J'avais pas trop d'idées, j'ai dit j'espère mourir avant. Après, on peut mettre plein de choses, hein, parce qu'il y a plein de choses avant lesquelles j'espère mourir. Ouais, c'est mais vrai. ça, Trois c'est dans le petits top points. 1. Ouais. Un petit cachou. Petit cachou, ça va mieux. Merci en tout cas, on est toujours avec Flore Judet, coordinatrice de l'Auberge des Migrants. En lien avec la chanson de Guédré, est-ce que la géopolitique a un impact sur ce qui se passe à Calais? Est-ce que tu vois arriver d'autres types de nationalités ou pas tellement? Alors, j'ai pas un recul peut-être assez large pour pouvoir répondre à ça, mais on voit évidemment, enfin, on voit beaucoup de personnes soudanaises qui sont présentes à Calais. Donc, il faut savoir qu'il y a, même si on en parle très peu, il y a un conflit au Soudan qui fait des millions de personnes déplacées. Il y a beaucoup de personnes érythréennes, il y a beaucoup de personnes afghanes. Personnes kurdes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour l'instant, on voit très peu, mais on en voit un petit peu des personnes palestiniennes, mais pas tant que ça. Donc, c'est un. Oui, puis il y a un le temps temps, de en fait, latence, voilà, ouais, bien sûr, l'entrave à la migration et la criminalisation de la personne migrante, elle se fait pas que à la frontière franco-britannique. Ouais, c'est bien avant, ouais. Il y a tout un travail en amont qui fait que le temps d'exil est très long. Donc, on voit pas un impact direct. Nous, aujourd'hui, sur le littoral. Il y a une chose qui me paraît troublante et extrêmement contradictoire, c'est que les réfugiés, les exilés, les migrants, ils sont à la fois traqués de manière officielle, c'est-à-dire la police reçoit certains ordres, et en même temps, ils sont invisibilisés. Par exemple, si on enlève la jungle de Calais, c'est justement parce que ça fait plus de 10 000 personnes dans un même endroit géographique. Comment l'État, donc le gouvernement, réussit ce tour de force de traquer et invisibiliser exactement dans le même temps? Je pense que la traque, elle participe justement à l'invisibilisation, d'empêcher les gens de se rassembler tous à un même endroit, de créer des lieux de rassemblement d'une certaine manière, même aujourd'hui, on ne permet pas, en tout cas à Calais, qu'un camp se pose, un lieu de vie se pose un vrai temps. Il y a peu de construction, il y a peu de choses comme ça. Donc, en ne permettant pas ce temps posé, en fait, cette espèce de répit, aussi sinistre soit-il, parce qu'on parle toujours de personnes qui vivent dehors, et en éparpillant les personnes, on les invisibilise. Ouais. Bien sûr, en fait, ce qui a été très visible pendant l'époque du bidonville, c'est que c'était 10 000 personnes, toutes à un même endroit. Là, aujourd'hui, on parle de 2000 personnes sur le littoral, un peu plus de 2000 personnes entre Calais et Grande-Synthe. À Calais, c'est plusieurs petits campements. À Grande-Synthe, donc vers Dunkerque, parce que tout le monde ne sait pas où est Grande-Synthe nécessairement. Ah, Émeric, oui, mais... Oui, je connais, oui. J'allais prendre de la drogue. Non, c'est compliqué de faire des blagues. Mais quand on parle de traque, etc., faut rappeler quand même que les associations souvent prennent des amendes pour avoir voulu... Est-ce que c'est toujours le cas ? Pour avoir voulu aider, il y a eu des amendes, notamment à des gens qui distribuaient de la nourriture. Oui, il y a beaucoup d'entraves qui se formalisent comme ça, donc de camions posés à des endroits juste pour distribuer de la nourriture, où en fait on va mettre une amende alors que l'objet il est très clair et il est très visible. La police... ayant un peu dans le viseur les associations, ils connaissent très bien les plaques des associations, ils connaissent très bien, ils savent. Mais c'est quoi le motif ? Trouble à l'ordre public ou... Bon, parfois ça peut être stationnement gênant, ça peut c'est être vraiment un truc phare pas complètement, enfin on prend des amendes assez aberrantes. Ah ouais, pneus lisses, choses comme ça quoi. Exactement, ouais. Ils sont assez créatifs. Après, c'est dangereux les pneus lisses. C'est vrai que c'est dangereux. C'est pour votre sécurité. Ouais. Et quels sont vos rapports avec déjà avec les institutions, avec la mairie et avec les habitants ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a du soutien ? Avec la mairie, c'est compliqué parce que la maire de Calais étant là depuis 2008 et elle participe à ce travail de SAP. En 2023, c'est 70 000 euros d'investis. Dans quoi ? Des rochers. Pour empêcher les personnes de s'installer, pour empêcher les distributions, c'est l'apparition de sens interdits à des endroits. C'est vraiment une espèce de travail de SAP des associations et des personnes. En fait, les associations, c'est une chose, mais à la limite, si c'est que nous, c'est pas très grave. C'est surtout les personnes concernées qui le subissent à la fin. En fait. Ils mettent des rochers pour pas, comme ce qu'ils appellent le mobilier anti-SDF dans les villes. Absolument.
mais Ouais, du coup, c'est des gros cailloux. Donc ils préfèrent investir dans les gros cailloux Dans les que gros dans cailloux. les sandwichs, on peut dire. Par exemple. Par exemple, Par pour exemple. résumer un petit Pour peu résumer. la situation. D'accord. Ouais. Après, ils s'entendent mal avec la police, ils s'entendent mal avec la mairie. Il y a un moment, il faut se remettre en question aussi. Hein, je suis désolé. Ouais, on est probablement problématique. C'est peut-être ça, Après, à c'est la des fin. beaux rochers. Enfin, moi, j'ai vu ça. On est fiers de payer des impôts pour c'est des ça. beaux rochers, ouais. C'est vrai. Non, mais la mer de Calais est très mal vue. Enfin, bref. Non, mais j'ai joué là-bas et ouais. Non, c'était pas. Ouais. Non, c'est Après, pas- il y a peut-être eu le spectacle qui a peut-être joué pour beaucoup. Les gens n'ont pas rigolé, c'est ça? Non, que les tu gens veux n'ont dire pas rigolé. Je me suis... À mon avis, ils n'aiment pas la mer. Mais je crois que c'était le spectacle. Ouais. Hein? Oh là là, c'est des bien, gens qui on est aiment là bien. pour défendre là. On s'attendait pas à ça. On va revenir évidemment sur tout ça. Flore, je reprends le contrôle de cette émission qui est en train de complètement partir. Comment ça, elle a été élue, Guédré? Je comprends Bah, pas. justement, c'est ça le problème. Bah, le problème, ouais. c'est qu'elle a été élue. Oui, en oui, fait. non, c'est vrai que ça fait partie du problème, pas de la oui. solution. On est bien d'accord. Chaque semaine, c'est un moment que vous attendez, car Pierre-Emmanuel est censé répondre au courrier des auditeurs. Mais force est de constater que c'est une tâche qui semble trop difficile pour lui. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu as enfin fait ce que je t'ai demandé depuis le début, lu les questions des auditeurs? Ben oui. Bon. Oui, donc. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, Non, les évidemment. vrais, Évidemment, les vrais auditeurs. Évidemment, les vrais auditeurs. Enfin, qu'est-ce que vous croyez? J'ai quand même pas inventé des fausses questions de faux auditeurs qui viendraient d'une fausse ville, alors qu'on en a plein en vrai. C'est très grave ce que vous faites, Guillaume. C'est très grave. Vous me confiez une tâche en me disant que je suis incapable de l'accomplir. Hein, c'est ni plus ni moins que de la perversion. Alors, faut vous faire interner, mon pauvre ami. Évidemment, j'ai lu les questions des auditeurs et j'y ai répondu consciencieusement. Je suis un homme de parole. Moi. Maintenant, cessez de m'interrompre. J'ai des auditeurs à satisfaire. Et cette semaine, c'est Martial qui nous écrit de Saint-Étienne. Ah non, pardon, Saint-Roustan. J'ai menti. Non J'ai menti, j'ai pas lu les questions. J'inventerais bien un mensonge pour vous dire pourquoi, mais j'ai la flemme et je confesse également que je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour votre estime, Guillaume. J'entends ce que vous dites. Hein. Saint-Roustan, ça n'est pas grave. Saint-Roustan, qui, on le rappelle, fait partie depuis plus de 20 ans de ces fameux villages-étapes qui jalonnent les grands axes routiers nationaux. Une bourgade ravissante qui traverse cependant depuis plus de 20 ans une terrible crise hôtelière, car le village n'existant pas, aucun touriste ne s'y arrête. Une situation intenable pour Michel Bergeron, le gérant de l'hôtel-restaurant La Cave à Bites, qui a enregistré cette année, comme tous les ans, un chiffre d'affaires de 0 €. Étonnant. Étonnant quand on sait que Michel Bergeron affiche 4 spatules au guide Vacherin, qui recense les plus grands restaurants de Saint-Roustan. 4 spatules dues sans doute au concept novateur de La Cave à Bites. Un établissement, 2 salles, 2 ambiances, bar à vin en haut, gloriole en bas. Une audace rafraîchissante qui explique le succès du lieu auprès des notables racilariens, puisque le maire lui-même, Guilhem Maurice, s'y rend tous les week-ends, le vendredi d'un côté des trous et le samedi de l'autre. Mais revenons à Martial de Saint-Roustan, qui nous dit « Bonjour Pierre-Emmanuel, merci de mettre si souvent notre beau village en avant. Je voudrais savoir si c'est vrai. » Si c'est vrai. C'est tout. Je comprends pas, le message s'arrête là, tant pis. Tant pis, on passe au message de Tiffaine, qui nous écrit de Saint-Roustan également. Le hasard fait bien les choses. Tiffaine, qui nous dit « Bonjour, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès de mon mari Martial, qui était l'un de vos plus fidèles auditeurs. Afin d'honorer sa mémoire, je vous pose la question qu'il rêvait de vous poser depuis des années. Pouvez-vous me dire si c'est vraiment... » Encore un message coupé. Peut-être des problèmes de réseau à Saint-Roustan. On sait que les travaux de construction du monument en hommage aux jeunes racilariens disparus au Tanagos ont sévèrement endommagé le boîtier de distribution de la fibre optique. Pas grave. On passe à une question de Jason, avec un Z au milieu et un E à la fin, sinon ça fait Jason. C'est pas moi qui le dis, c'est son nom, regardez. Le message est signé Jason avec un Z au milieu et un E à la fin, sinon ça fait Jason. Oui. C'est aussi ça, le pragmatisme racilarien. Donc, Jason, avec un Z au milieu et un E à la fin, sinon ça fait Jason, nous écrit « Bonjour Pierre-Emmanuel, merci pour vos chroniques, ça me permet de me changer les idées. Depuis la mort de mes parents, Tiffaine et Martial, je sais qu'ils vous aimaient beaucoup et qu'ils auraient aimé savoir s'il est vraiment dedans. » C'est tout.
Ben, on n'aura pas eu de questions d'auditeurs cette semaine. On espère que les services techniques de Citron, le principal fournisseur d'accès Internet de Saint-Roustan, auront rétabli la connexion d'ici la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions... Ah non, attendez. Dernier message, dis donc, je ne l'avais pas vu. C'est Angélique, avec un K, comme ça c'est moins cher pour le tatouage, qui nous écrit de Saint-Roustan et qui nous dit « Bonjour, je suis la fille de Tiphaine et Martial et la sœur de Jason avec un Z au milieu et un E à la fin, sinon ça fait Jason. Mes parents et mon frère voulaient savoir s'il est vraiment dangereux d'utiliser le téléphone dans le bain quand il est branché. » Eh bien, Angélique, avec un K, comme ça c'est moins cher pour le tatouage, il semblerait que oui. Voilà. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel. Merci quand même. Oui. Alors je crois qu'on ne capte pas Nova, à Saint-Roustan. On rappelle au fait que Saint-Roustan est une ville qui n'existe toujours pas. Mais si on captait Nova, qu'est-ce qu'on s'apprêterait à écouter, Juliette? Eh ben, mais enfin naturellement l'hymne international des camps de réfugiés. Fujilala, des Fujis. C'était Fujis. Fujila. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, en direct du Théâtre L'Européen à Paris. Et il y a toujours de l'ambiance. Il y a une grosse ambiance et c'est le moment où je la pète, cette ambiance, puisque c'est l'heure de la panique morale de la semaine. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Bon, Flore, l'auberge des migrants, c'est bien sympa. Désolé, mais c'est le moment où je rétablis un tant soit peu de nuances dans votre discours de jongleuse de Diabolo. J'ai rien contre, hein. J'ai un ami qui fait du théâtre de rue, pas de problème avec ça. Mais il y a un gros débat en ce moment qui agite beaucoup les rédactions sur l'aide médicale d'État. Donc l'aide médicale d'État, ouais, je vois bien que ça fait la gueule. Qu'est-ce que c'est? C'est que des fois, les clandestins, ils arrivent en France, et puis ils sont malades, et puis ils veulent pas mourir. Alors ils sont là, ils se bavent dessus, ils ont le front qui suinte, ils tiennent des propos incohérents. C'est comme Gérard Larcher, mais sans les papiers. Alors ils ont fait, nous on les soigne comme des cons, voilà. Et qui paye? C'est toujours les mêmes, c'est toujours nous. Alors, j'ai envie de dire ras-le-bol, désolé pour la vulgarité, mais ras-le-bol, parce qu'on paye pourquoi exactement? Pour le savoir, moi ce que j'ai fait, j'ai écouté la radio, j'ai regardé la télévision, et j'ai regardé notamment Robert Ménard. Aujourd'hui, un clandestin peut, je vous donne quelques exemples de l'AME, c'est, vous savez, comment ça s'appelle, un anneau gastrique pour maigrir, c'est remboursé par l'AME. Voilà, pourquoi il y a plein d'Américains qui viennent en France? Voilà, c'est pour se faire poser un anneau gastrique. Emily in Paris, à la base, c'est pour ça, hein. Emily, une coloscopie, ça s'appelait, donc le vrai titre de la série. Et les réfugiés de Calais, ils sont tout maigres. Alors on se dit, ils ont pas à bouffer. Que nenni. Ils ont un anneau gastrique, les gars. Donc ça va bien 5 minutes. Il est là le scandale. Et il est révélé également par la députée LR Anne-Laure Blin sur France Info dans un débat avec David Guiraud. Elle parle des dépenses de... Les dépenses de stérilisation. Alors, dites-moi. Alors, stérilisation. Les dépenses de transsexualisme. Alors, madame. Vous considérez que ce sont des dépenses nécessaires? Vous ne connaissez pas. Alors, très bien, je vais vous répondre sur ça. Si vous définissez une chose après l'autre. Là, vous venez bien de dire à l'instant, je pense à Anne-Laure Blin, sauf si j'ai mal compris, vous me le direz, mais que l'AME était notamment utilisée par des personnes étrangères pour des questions de transsexualisme, aussi des questions de changement, des questions de stérilisation. Stérilisation, transsexualisme, voilà. Les exilés, ils viennent en France pour faire stériliser et transsexualiser. Vous rigolez, il y a quand même un problème, je suis désolé. Ils se font greffer des implants woke islamisés. Et la dame qui le dit est députée. Alors tu vas faire quoi, Flore? Elle a une écharpe, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire, Flore. Désolé, je suis un peu agressif, mais c'est parce que ça m'agace. Et non, mais parce que Flore, c'est mieux que tout le monde. Non, il y en a un qui sait mieux. Ouais, mais il y en a un qui sait mieux que tout le monde. C'est un lanceur d'alerte, il s'appelle Cyril Hanouna. Ok, un coup de gueule, là, tout de suite. Est-ce que vous savez qu'une personne en situation irrégulière, si elle est depuis 9 mois en France, elle peut se faire refaire le nez ou recoller les oreilles. Gratuitement. Gratuitement. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Parce que c'est des gros complexés de leurs oreilles, les gars. Ils ont les oreilles décollées, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils coulent. Parce que face au vent, ils avancent pas, ils sont comme ça. Il faut dire la vérité aux gens, il faut dire comment ça se passe. Il y a un catalogue, parce qu'en fait, il s'est proposé par les assistantes sociales, qui font ont un travail magnifique, bien entendu. Mais elles arrivent, ils sont depuis 9 mois en France, en situation irrégulière, et ils disent,
Les oreilles sont pas un peu décollées là? Ouais, un peu, bah tiens, on va te les refaire gratuitement. Il y a un catalogue, c'est la Redoute, c'est comme la Redoute, puis vous pouvez faire ce que vous voulez, les oreilles, les dents, les cheveux. Moi, je savais pas qu'on pouvait traverser les frontières pour se faire des implants des cheveux. Bon, si, je savais, mais... Non, mais là, c'est vrai que je savais. Mais je savais pas que c'était l'AME qui plongeait le budget de l'État. Moi, je pensais que c'était la fraude fiscale à 100 milliards. Ouais, je dénonce, alors je reprends des objets dans la gueule. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Je vais continuer quand même. Je pensais que le problème, c'était la fraude fiscale à 100 milliards d'euros. Mais non, c'est un Soudanais qui vient faire du peeling en France. Et les gens, ils appellent Cyril Hanouna pour lui dire qu'il a raison. C'est normal, ça c'est sur Europe 1, c'est une dame du corps médical. On estime qu'on doit d'abord s'occuper de nos patients français, que si on a de la place, c'est un d'accord, on veut bien accorder un petit peu de temps aux gens clandestins, mais moi ça me choque toujours de me dire que je soigne des clandestins qui ne cotisent pas. Mais voilà, ils veulent pas mourir, mais ils cotisent pas, les gars. Alors, vous allez me dire c'est faux, ils peuvent très bien cotiser s'ils bossent. Et je vous répondrai tout simplement, et alors une femme voilée, là-bas. Voilà, très bien. Allez, on termine. Fini les conneries. Ce qui compte, c'est de faire des économies pour faire quoi? Alors ça, c'est Charlotte Dornelas sur CNews qui nous le dit. Il n'y a qu'un milliard d'euros, on peut faire plein de choses, repeindre des commissariats et boucher les trous dans les palais de justice. Voilà les deux urgences. Repeindre les commissariats, voilà, ça c'est un vrai sujet. Je propose d'ailleurs de les repeindre en bleu marine, voilà, et boucher les trous dans les palais de justice qui accueillent en ce moment même les cadres du Rassemblement national dans le procès des emplois fictifs au Parlement européen. Alors nique le serment d'Hippocrate, vive le serment d'Hippocrite. Merci. Merci Guillaume, ça nous a fait du bien de tous les entendre. Les termes ont été dits, Juliette Arnaud. Très clairement. Alors je me retourne vers Flore. Là, c'est vraiment la dernière. Là. Flore, c'est quoi exactement l'AME, l'aide médicale d'État? Alors, c'est pas... Interrogation surprise. Super, je n'avais pas bossé là-dessus. Non, c'est l'aide médicale d'État. En fait, c'est une aide qui peut bénéficier à des personnes qui ne sont pas en situation dite régulière et qui permet un accès aux soins, en fait, et qui permet d'éviter, qui a évolué dans la dernière loi d'ailleurs Asile Immigration, ils ont voulu transformer ça en aide médicale d'urgence. Donc l'aide médicale d'urgence, on va pouvoir l'utiliser quand on va être dans un état bien plus grave. Donc ça va coûter beaucoup plus cher. C'est pas du tout moi qui le dis et je suis pas spécialiste de ça. En revanche, ça a été signé par un certain nombre de médecins et de professionnels de la santé pour dire que c'était une aberration de la supprimer ou de la changer, que ça représente, je crois, 0,5% du budget de la sécurité sociale et qu'en plus, il y a moins de 50% des gens qui sont éligibles qui la touchent. Ah, quand même. Ouais, quand même. Les commissariats. Mais en fait, traiter une maladie, pour des raisons épidémiologiques, pour des raisons tout simplement d'argent, parce que si on veut parler d'argent et si on veut, en fait, c'est complètement aberrant et contre-productif dans l'objectif qui est annoncé, quoi. Oui, puis si vous dites qu'il y a la majorité des réfugiés, des migrants, peu importe, des personnes qui en ont besoin, sont en état de précarité numérique, de toute façon, ils n'ont pas accès, ils font pas tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir profiter de cette AME. Non, c'est ça. C'est en fait dans les chiffres, c'est vraiment, je crois qu'il y a moins de 50% des personnes qui devraient y être éligibles qui vont la chercher. Donc en fait, cette espèce de prétexte de les gens viennent pour ces aides, en fait, c'est contrecarrable assez facilement finalement. C'est très con. Voilà. Très pour résumer, je vulgarise. Oui. J'aimerais bien revenir sur la frontière. On a parlé tout à l'heure de la frontière. C'est assez spécifique parce que la frontière du Royaume-Uni est en France. C'est ça qui est assez incroyable. Est-ce que c'est pas un paradoxe de voir tous les nationalistes gueuler sur les migrants alors que carrément là on a mis une frontière d'un pays étranger à l'intérieur des frontières, de nos frontières nationales. Excusez-moi. Oui, en 2003, on a signé quelque chose qui s'appelle les accords du Touquet, en fait, qui a eu pour effet Tu peux nous expliquer ça? Qu'est-ce qui l'impact de ça? J'y vais. Ah pardon, excusez-moi. Et je coupe la parole aux femmes parce que je suis un homme blanc, cisgenre, pas déconstruit. En fait, ça a eu pour effet de déplacer la frontière française sur le sol britannique. Donc en fait, on est le gouvernement français, mais est mandaté et payé par le gouvernement britannique pour la gestion de sa frontière. C'est-à-dire que les gens sont en fait maintenus sur le littoral et ne peuvent pas en fait aller demander l'asile au Royaume-Uni. Il n'y a pas de moyen de traverser pour aller demander l'asile au Royaume-Uni. Toute la gestion de ce que nos gouvernements aiment beaucoup appeler les flux migratoires, qui est absolument atroce comme mot, parce que pareil, on oublie les personnes, et
faites par le gouvernement français sur le littoral nord. C'est ça qui est vexant, c'est qu'ils veulent même pas rester chez nous. Bah non. Ils veulent Et en se fait, casser. non, mais Ils c'est disent, mais surtout, votre pays, on crée toutes les conditions pour donner aux gens envie de partir. Ouais. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que sur le littoral, comme je vous l'ai dit, les gens vivent dans des conditions de précarité absolue. Il y a des expulsions très régulières, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à l'hébergement. En fait, c'est des choses qui fonctionnent, mais à rythme très très réduit à Calais et alors absolument pas à Grande-Synthe. Tout ça, c'est fourni par des associations indépendantes, donc non subventionnées à la fin, et dans le même temps, on les empêche de partir. Et ça, on reçoit beaucoup d'argent. Il y a une succession d'accords entre la France et le Royaume-Uni. On reçoit beaucoup d'argent du Royaume-Uni pour empêcher les personnes de partir. Donc comment ça se formalise? En fait, c'est une présence policière extrêmement renforcée. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Darmanin qui l'a dit. Ah bah on peut lui faire confiance. Voilà. Qui l'a dit. Il y a 1700 policiers aujourd'hui présents sur le littoral pour empêcher les personnes de partir. Mais comment on empêche les personnes de partir? On imagine, les personnes tentent de partir sur des embarcations qui ne sont pas du tout adaptées, de plus en plus nombreuses. Donc c'est 50-60 personnes qui vont se retrouver sur les plages sur un départ, et on a quelques policiers qui sont littéralement équipés comme pour la répression de manifestations. Donc en fait, comment on empêche de partir, comment on sauve des vies selon la préfecture aujourd'hui, c'est avec des gaz lacrymogènes, des flashballs, des couteaux pour percer les bateaux. Donc voilà, en fait, en fait, les conséquences, on les voit aujourd'hui, et notamment cette année. Cette année, on est à près de 60 morts en fait à la frontière franco-britannique, et environ 52 qui sont décédés sur des conditions de traversée. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette présence policière, elle va générer un stress sur les plages, d'une part. Donc les gens vont partir dans la précipitation, des bateaux mal préparés, donc les planchers vont se percer, etc. Ce qui va générer des naufrages. Il y a aussi quelque chose, alors nos gouvernements aiment beaucoup parler de la lutte contre les réseaux de passage. Oui, c'est leur élément de langage. Ils disent, c'est l'élément de langage. Dès qu'il y a un naufrage, on va parler des réseaux de passage. Ouais. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que ces réseaux de passage, en fait, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'une politique qui aujourd'hui est malade. On demande, en fait, on ne veut pas accueillir ces gens. Aujourd'hui, en fait, il y a un ensemble de règles au niveau européen, au niveau français, qui entravent en fait la demande d'asile, l'accueil, etc. En fait, les gens ne peuvent pas demander l'asile ou veulent aller au Royaume-Uni. Et en fait, c'est une forme de liberté de circulation qui est aussi défendable. Il y a des personnes dont c'est le premier projet. Elles n'ont aucun moyen de le faire de manière sûre. Donc, elles sont forcées de se tourner vers des réseaux de passage. Et cette lutte contre les réseaux de passage, elle a un autre effet. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça fonctionne parce qu'il y a des réseaux qui sont démantelés. Il y a aussi moins de bateaux qui sont acheminés sur le littoral. Ça n'empêche pas les personnes de vouloir partir. En revanche, les bateaux sont toujours plus chargés. Ouais. En 2021, c'était une moyenne de 27 personnes par bateau. Aujourd'hui, ce chiffre, il a doublé. On est plutôt à 54 personnes en moyenne. Mais on voit des bateaux avec 110 personnes. On constate en fait des décès même pas sur des naufrages. En fait, les gens se font écraser sur les départs parce que trop nombreux sur les bateaux. Je suis désolée, c'est pas. Mais non, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité, c'est important parce que je pense qu'on n'en a pas conscience. Et le dernier effet, pardon, et après j'arrête. Mais c'est aussi les départs en fait se font de plus en plus loin des côtes anglaises. C'est-à-dire qu'avant, à Sangatte, il y a plus ou moins 30-35 km entre les côtes françaises et les côtes anglaises. Maintenant, on voit des gens partir de la baie de Somme. On a eu des départs de Dieppe. Là, on parle plutôt de 135 km. Donc avec les risques supplémentaires. Avec une augmentation des risques. Donc voilà, en fait, on va essayer de rendre cette frontière étanche, sauf que c'est complètement impossible, on la rend juste plus meurtrière. Okay. On va continuer à parler de tout ça. Oui, non, mais c'est la réalité, ça fait partie de la réalité. Autre chose qui fait partie de la réalité, malheureusement, et qui nous fait chier, comme la répression policière, comme tout ça, c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Longpré, notre invitée Flore Judet, coordinatrice à l'Auberge des Migrants à Calais. Et c'est le moment de retrouver notre chroniqueur du jour. Outre les humoristes, vous le savez, on aime bien ici recevoir des gens qui connaissent des trucs que nous, on connaît pas. Coup de bol, on connaît pas grand-chose. Celui qu'on va recevoir aujourd'hui, il est journaliste scientifique. Si vous lui parlez de Didier Raoult, il se dissout véritablement sur place. C'est le formidable Florian Gouttière.
Florian, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Vous m'avez demandé de venir parler de santé, de médecine louche et de thérapie qui soulage, mais surtout le portefeuille. Alors, sujet sur lesquels, d'habitude, je commence tout doux, par des choses pas trop clivantes, les grosses charlataneries du catalogue, évidemment claquées au sol. Parce que sinon, les gens, ils se croient attaqués personnellement, t'oses dire que je me fais berner à prendre des granules où il n'y a rien dedans. Quoi, tu m'accuses d'être un mauvais parent, à emmener mon gosse chez le charlatan. Alors, déjà, je t'arrête, camarade. Toi, t'es quelqu'un de bien, tu veux guérir, tu veux le mieux pour tes proches, et tu crois que parce que le truc n'est pas interdit, il a été validé, vérifié. Et t'es comme tout le monde. Tu vas mieux après avoir pris une gélule, tu dis que c'est grâce à la gélule, même si elle était vide, que ça t'a juste détendu de te croire pris en charge et que ta maladie s'est clairement résorbée toute seule. Mais voilà, normalement, c'est sur ces sujets, t'essayes vraiment d'y aller un minimum tout doux pour expliquer pourquoi on peut tous se faire convaincre par des trucs qui font pas mieux que pisser dans un violon. Mais l'équipe, là, ils m'ont dit, non, viens, c'est la dernière, c'est le concept, attaque tout de suite par le truc le plus populaire que tout le monde croit légitime, que tout le monde va prendre mal si tu dis que ça a l'air super chouette à la surface, mais que dessous, ça pue un peu. Là. Et donc, parle-nous d'ostéopathie. Alors... Oh là 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 là. Allez, c'est la dernière, merci beaucoup. Alors quoi? Mais attends, l'ostéopathie, c'est pas bullshit, c'est comme un kiné, mais en mieux, je vois pas le rapport, et l'autre jour, j'avais mal au dos, pif paf pouf, mon ostéo a fait le taf. Alors, ça, je veux bien te croire, t'as dit que ton problème concernait tes muscles et ton dos, bah oui, j'imagine qu'il a fait le taf, parce que presque toujours, si tu vas le voir pour un problème que prendrait en charge un kiné et qu'il a le droit de prendre en charge, ton ostéo, il fait beaucoup de gestes communs avec ceux d'un kiné. Par contre, sache qu'il fait aussi des trucs en plus, des gestes dont personne n'a jamais prouvé que ça a apporté quoi que ce soit. C'est l'un des soucis, ça. Aucun des gestes spécifiques à l'ostéopathie n'a prouvé avoir un intérêt. Bon, en plus, c'est pas remboursé par la Sécu. Mais tu me diras, t'as eu ton rendez-vous vite fait et vu le prix de la séance, il a pu prendre du temps avec toi. Ajoute que avant, t'étais tombé sur un kiné du sport un peu brutal qui avait oublié que t'étais taillé comme Guillaume Meurice et par contraste, lui, il te semble mieux. Ok. Mais il faut que tu saches que la plupart du temps, l'osté en face, il croit qu'il peut faire d'autres trucs. Et c'est notamment ça qui explique pourquoi, dans le Code de la santé publique, l'ostéopathie n'est pas reconnue comme une profession de santé, ce qui est un indice qu'il y a un truc qui sent pas très bon. Celui qui a inventé ça, fin 19e, il voyait le corps comme une machine parfaite créée par Dieu. Comprenez, un corps géométriquement bien aligné n'est pas malade, et s'il n'est pas aligné, il en découle ce qu'on appelle les maladies. Maladies qui, selon lui, donc n'existent pas à proprement parler. Les virus, les bactéries, les infections, c'est des conneries. Il dit, je cite, « Suffit de secouer un enfant pour arrêter la scarlatine, lui tordre le cou pour le guérir de la coqueluche, réaligne ce qui est désaligné, et pouf, c'est l'auto-guérison. » Bon, ok, ça c'est l'ostéo des origines. Bon, mais ça on s'en fout, non? Ses successeurs, ils ont dû sûrement éliminer ces idées un peu datées. Et à la fin, ce qu'ils proposent, c'est de la kiné en mieux, non? Bah non, ils ont viré des trucs. Mais l'idée générale que lorsqu'un organe ou une fonction du corps dysfonctionne, il suffit de le remettre géométriquement d'aplomb pour qu'il remarche comme avant, elle est toujours enseignée. Et en plus, ils ont rajouté des trucs. Selon les écoles, tu as l'aide à la guérison par le réalignement d'organes prétendument déviés de quelques millimètres, vaut mieux pas bouger en fait, celle où on prétend recaler les os du crâne qui sont pourtant soudés, des techniques que l'ordre des kinés classe clairement comme illusoires, je pense qu'on peut pas dire mieux, mais qui donc sont enseignées dans des écoles d'ostéo. Donc dans l'ensemble, comme ils sont formés avec une vision des causes des troubles fonctionnels qui sont fondés sur des rêveries de gens qui ont eu des intuitions, plein d'ostéopathes ont en tête qu'ils peuvent jouer un rôle dans la guérison de, alors j'ai pris au pif sur le site de leur syndicat, dépression, asthme, otite, règles irrégulières, certaines formes d'infertilité, donc c'est par toucher vaginal, alors c'est dans certains manuels même si c'est complètement illégal. Mais en science, la règle c'est qu'on s'en fout si ça a l'air foufou. S'ils ont testé que ça guérit des maladies, tant pis si on ne comprend pas comment ça fait pour être magique. Sauf qu'on est en 2024 et que, ils affirment avoir des résultats sur des trucs qu'ils n'ont jamais voulu évaluer, et que deux, ce qui a été évalué, quand c'est pas sur du musculo-squelettique, ça échoue à démontrer son efficacité. Petit truc, c'est que les ostéos, il y en a qui proposent même de diagnostiquer des maladies qui n'existent pas, avec un avantage, c'est que c'est facile à guérir, notamment chez les nourrissons avec le syndrome de Kiss. Alors en gros, vous avez un bébé qui dort mal, qui râle, qui fait des trucs de bébé, ça vous inquiète, et on vous dit que c'est un truc aux vertèbres, qu'on ne pourrait normalement objectiver qu'avec un scanner, mais on ne fait pas de scanner aux nourrissons, donc seul le toucher de l'ostéo peut le diagnostiquer, c'est quand même formidable. Alors, juste en passant d'ailleurs les copains, pour faire des manipulations du crâne, de la face ou du rachis chez les nourrissons de moins de 6 mois, il faut qu'un médecin ait rédigé un certificat de non-contradiction avant, sinon c'est illégal. Voilà, je glisse ça comme ça. Bon allez, c'est quoi le vrai risque pour l'adulte? C'est surtout d'entériner dans nos têtes l'idée que des manipulations qui n'ont rien à voir guérissent des trucs qui n'ont rien à voir et perdre petit à petit de vue la frontière entre bullshit et médecine, ne rien comprendre à comment notre corps fonctionne, ce qui est un peu problématique si on veut faire des choix de santé éclairés. Merci Florian. Florian Gouttière, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et j'ai hâte
J'ai hâte de lire les commentaires YouTube sous la vidéo de ta Écrivez à Guillaume Meurice qui transmettra. Je t'ai demandé de poser de préparer une question pour Flore. Est-ce que tu as une question à à Flore Judet, qui est avec nous, coordinatrice Auberge des Migrants. Qu'est-ce qui est mis en place pour la prise en charge des troubles psy parce que j'imagine que les gens qui voyagent ont dans leur bagage aussi des traumatismes et on a parlé d'AME tout à l'heure pour les oreilles décollées, si j'ai bien compris, Cyril Hanouna, mais pour les troubles psy, qu'est-ce qui est pris en place, une vraie composante d'immigration? Alors, c'est pas vraiment ma spécialité, mais alors il y a des très petites choses, notamment à Calais. Je vais parler que de Calais là pour le coup parce que je ne sais pas ce qui se passe à Dunkerque. Il y a une toute petite antenne psy. Mais c'est aussi notamment et surtout fourni par Médecins Sans Frontières qui a vraiment une cellule de psy et qui essaie de fournir ce travail, sauf qu'on parle de beaucoup de personnes. Mais juste pour vous donner un exemple que je trouve assez révélateur, c'est que je vais encore parler de trucs un peu durs. Mais on est là pour ça. En septembre dernier, il y a eu un naufrage où 14 personnes ont perdu la vie. Des femmes, des enfants, des hommes, enfin bref, un très très gros naufrage. Ce qui s'est passé, c'est que en fait ces personnes, elles ont été, celles qui avaient besoin de soins urgents ont été évidemment à l'hôpital, mais les 3/4 de ces personnes, le lendemain, on les a retrouvées sur les lieux de vie qui, au passage, en plus, avaient subi une massive expulsion, c'est-à-dire que ils avaient vraiment détruit l'ensemble du matériel, saisi toutes les tentes. En fait, on a retrouvé des gens qui venaient de survivre à un naufrage, de voir 12 personnes décédées sous leurs yeux, dehors. Sans plus aucun matériel. Et la même chose s'est reproduite parce que malheureusement, ça a été un mois de septembre très dur. Une petite semaine après, nouveau naufrage, 8 personnes décédées. Et on a retrouvé pareil, les gens le lendemain à une distribution de nourriture, aucune prise en charge psychologique, 10 heures passées à la police aux frontières. Il faut savoir, il y a souvent des communiqués de la préfecture maritime quand il y a des naufrages ou quand il y a des sauvetages en mer. Et ça finit souvent par... Les personnes ont été prises en charge par la police aux frontières. Oui, on entend ça dans les... Voilà. Donc, en fait, donc la police aux frontières, c'est une police qui a pour but d'entraver et d'enquêter. En fait, directement va criminaliser les personnes. Encore une fois, en fait, c'est de la criminalisation de personnes. Voilà. Donc, pour je trouve que l'exemple est assez édifiant, ces exemples. Et vive la France, bien évidemment. Merci, Flore Judet. On reviendra à tout ça, puisqu'on parlait de santé mentale. Il y a peut-être une raison supplémentaire qui fait que les exilés se retrouvent en France. C'est qu'ils veulent écouter, évidemment, l'analyse pointue et nuancée de l'actualité par Aymeric Magic Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? Oh bah j'ai rien entendu. Bon, allez, on va essayer de rigoler. Bon, vous devez deviner qui je suis. En fait... Attendez, j'ai écrit trop petit. Alors... Aymeric Lompresbyte. C'est brillant. Merci. Au début, j'avais pensé à presbyte. Mais après, Pierre-Emmanuel, il a dit non, c'est beaucoup trop drôle. Tu vas me faire de l'ombre. Bite. Parce qu'à chaque fois, Pierre, à la fin de ses phrases, il dit bite pour faire rire ses camarades. Et après, nous, on est gênés. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui cherche du travail et qui est là sur son fauteuil. Ah, quand est-ce que ça tombe la CAF, là? Eh putain, il est bien cet écran plat que j'ai acheté avec la log de la rentrée. Eh, Brandon. Putain, je deviens de droite, fais chier. Non, mais ça, c'est parce que je suis à Paris depuis une semaine. Faut vite que je retourne en tournée, voir les vrais gens, les gens du peuple, les châteaux, les forges, les moulins, les dentelières fertiles, et le futuroscope, le parc du futur. Non, c'est pas vrai. J'y suis allé l'année dernière, à un moment, j'ai sorti mon iPhone, tout le monde était là. Sorcellerie! Il a volé l'âme du réverbère, écartez-le. Là-bas, l'attraction qui t'envoie dans le futur, elle t'envoie en 2012, je te jure. Ah d'accord, un écran tactile, c'est fou. Bite.
Allez, l'actualité. L'actualité, c'est parti. L'actualité, elle a déjà bien attendu. L'actualité, on dirait quelqu'un du public qui est là. Putain, 15 balles, les enculés. Putain, je suis mal assis, je suis tout serré, c'est pas un théâtre, c'est un Ouigo. Allez. Bon alors, cette semaine, j'ai lu. Non, je déconne, c'est pas vrai. Sinon, je serais tout blanc. Non, cette semaine, j'ai vu une vidéo qui dit que les gens qui bénéficient de la CAF, ils ont des notes. Ils sont notés. Alors, ils appellent ça un score de suspicion. Alors, plus t'es précaire, plus t'es suspect. Et plus t'es suspect, plus tu risques d'être contrôlé. Ouais. Bon. Alors là, plein d'infos. Hein. Donc déjà, il existe un métier où tu dois contrôler les gens qui fraudent la CAF. Hein. Ça, c'est un métier... Qu'est-ce que tu fais, toi? J'éventre des chats. Et de deux, comment ne pas vomir? Alors, faut imaginer, tu es au RSA. Alors on imagine à Paris, on est tous au RSA. Là, tout le monde est là. RSA. C'est un concept store. Bon, imaginons, on est au RSA. Tu es au RSA. Tu bouffes au Resto du Cœur. Il fait 7 degrés dans ton appartement. Ta fille est fan de Louane. Et là, il y a quelqu'un qui arrive chez toi. Toc, 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 c'est Heinrich. Je viens voir si vous n'êtes pas en train de profiter du système. Entrez, monsieur Heinrich, entrez. Vous voulez que je vous serve de l'eau tiède? Non, ça ira. Un haricot? Non, madame. Un croque? Il y a du jambon? Non. Il y a du fromage? Non. Il y a du pain? Non. Bah c'est quoi alors? Un haricot. Bah du coup, non. Oh là là, un poster de New York avec un taxi jaune. Bah alors, on est une propriétaire d'œuvres d'art, madame? Hein? C'est peut-être à cause des 20 € non déclarés du mois dernier? Pour qui? Pourquoi? Comment? Non, mais c'est parce que j'ai dû me prostituer pour payer la cantine de mon fils myopathe et j'ai pas déclaré. Pas bourgeoise! Non, mais bon, je vais pas faire tout le dialogue parce que ce serait servir de la confiture au canard, mais à la fin. Non. Ça, c'est de l'impro. Mais à la fin. Bite! Mais à la fin. Non, mais à la fin, je vous dis, en fait, Heinrich se rend compte que c'est un gros tas de merde et il tombe amoureux de la dame et ils vont vivre en Lozère pour élever des chaises. Alors. Non mais franchement, ils ont pas autre chose à foutre que de traquer des gens qui sont dans la merde. Franchement, la fraude, c'est 15 millions d'euros par an, alors qu'il y a 10 milliards d'euros d'aides non perçues. Voilà. Alors d'ailleurs, j'en profite, allez tous sur mesdroitssociaux.gouv.fr, histoire de récupérer les 10 milliards d'euros qu'on vous doit. Voilà, comme ça, ils vont devoir faire des coupes budgétaires et hop, tous les petits Heinrich à la rue. Alors, mais vous inquiétez pas pour les petits Heinrich, parce qu'après, ils vont aller sur mesdroitssociaux.gouv.fr et ils pourront bien se vautrer dans le luxe avec 500 balles par mois. Merci de m'avoir écouté. Merci, Émeric. Émeric Lompré, bien évidemment. Merci beaucoup. Et surtout, après, ils auront de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi avec cet argent? Ils peuvent aller voir mon spectacle. Oui, ils peuvent aller le 30 octobre à Évreux. Ouais, c'est un seul en scène bien délire. Oui, bien déliros. Et ça dénonce aussi, non. Si je ne m'abuse. Je ne m'abuse jamais. Flore Judet est toujours avec nous. Merci d'être restée malgré Émeric Lompré. Flore, donc, tu es coordinatrice de l'Auberge des Migrants à Calais, puisqu'on a parlé un peu de moulaga, comme disent les jeunes de la street. Comment on peut... Ouais, les jeunes de la street disent ça. Comment on peut t'aider? Comment on peut aider l'Auberge des Migrants concrètement? Alors il y a déjà un truc très simple qui permet de ne pas bouger si on en a les moyens, c'est de faire un don à l'Auberge des Migrants, parce que c'est une association du coup qui, comme vous en doutez peut-être, ne touche pas du tout de subventions publiques. Ah bon? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, je crois. Ouais, Émeric est très premier degré. Pour ça, j'ai écouté ses chroniques en pensant qu'il est premier degré. Donc, bien envoyé, patron. C'est pour ça que je suis patron. Bon, allez, Flore, pardon. Voilà, donc de l'argent, c'est défiscalisé. Il y a la loi Coluche, etc. Donc vous pouvez récupérer sur vos impôts. Absolument. Voilà. Absolument. Et du coup, donc on dépend beaucoup de la mobilisation citoyenne, notamment sur les dons, mais aussi sur les personnes, parce que beaucoup d'associations dans le Nord tiennent aussi beaucoup sur les personnes bénévoles qui viennent s'engager et qui nous permettent de faire ce travail. Et du coup, il y a aussi une grande aide de venir s'engager à la frontière et de venir voir aussi ce qui s'y passe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est aussi un des seuls moyens qu'on a pour témoigner de ça. C'est-à-dire que nous, on peut en parler, mais je pense que c'est jamais mieux acquis et entendu que quand on vient voir soi-même et qu'on se rend compte de ce qui s'y passe. Donc évidemment, les dons sont les bienvenus et les bénévoles sont les bienvenus.
Et il y a également des dons, on peut donner, tu as parlé donc du bois tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut donner aussi. Vous pouvez donner du bois, c'est plus compliqué à acheminer, mais... Non mais imaginons, Non mais les gens sur place, oui. Si vous avez une forêt... non, mais imaginons, on vient à Calais, on se dit, je veux voir, après tout, c'est mon époque, je veux pas être une grosse merde, je veux pas être dans la chanson de Guy Drey. Je viens à Calais, quels sont les objets que je peux acheter, moi, et amener et apporter aux associations qui peuvent servir? Est-ce que c'est une couverture, est-ce que c'est un duvet, est-ce que c'est une gourde? Couverture, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est des chaussettes, c'est des chaussures, pour les hommes notamment, pantalons hommes. Qu'est-ce que vous pouvez amener? Il y a plein de choses. En fait, on manque littéralement... les personnes concernées manquent littéralement de tout parce que tout dépend de l'association indépendante. Donc, il y a beaucoup de matériel à amener. Mais effectivement, venez avec du bois, venez avec des chaussettes, venez... Moi, j'ai plein de pulls de l'abbé Pierre, mais je... Pour 4 réfugiés dans tes pulls. Pour cancel les réfugiés, voilà, donnez-leur des pulls l'abbé Pierre. Ça fait, alors t'as raison, parce que ça, évidemment, ça permet de participer et de se sentir moins une grosse merde. Et il y a un deuxième effet qui est assez intéressant, c'est que ça fait chier les fachos. Mais est-ce qu'on peut revenir sur... Emeric, les gens rigolent car Emeric est encore sur l'abbé Pierre. Oui. Enfin, Non, c'est lui qui est sur moi. Oui, pardon, voilà. Non, mais je savais qu'on était sur... Mais je suis sniper. Non, mais c'est Pierre et... Voilà, c'est Pierre, allez. Je savais que c'était... Vite. Ouais, bon, allez. Pardon, Non, mais les relations avec l'extrême droite dans la région et même avec l'extrême droite anglaise. Avec l'extrême droite en général, pas dingue comme vous pouvez l'imaginer. Ouais, mais maintenant ils viennent carrément. Oui, en fait, il y a eu un vrai. Là, on s'en est. Bon, il y a toujours eu des manifestations. Je pense qu'il y en a eu aussi beaucoup à l'époque du bidonville de Lalande où là, j'étais pas présente, donc je ne peux pas vraiment en témoigner. Mais je pense que les tensions étaient beaucoup plus fortes. Mais là, dernièrement, en fait, il y a eu. Bon, on a reçu quelques lettres de menaces ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qui s'est surtout vu, c'est au moment des européennes. Donc au moment de cette validation du Rassemblement national dans les urnes, la semaine qui a suivi, ça a décomplexé. Et en fait, c'était assez inquiétant parce qu'il y a eu toute une espèce d'escalade où ça a complètement décomplexé. C'est-à-dire que ça a commencé par être des jets de pierre sur des personnes à l'accueil de jour, des lieux de vie tagués, enfin des squats tagués avec... Bon, c'était clairement... De la part des militants de la part de... Oui, il y avait écrit... Bardella et enfin je crois que c'était acté. A priori, ouais, il y avait 3 L. C'est impressionnant. Donc vous venez, ça on peut le dire, venez à Calais aussi si vous êtes fort en bagarre. Voilà. Si vous êtes d'extrême droite et fort en bagarre. Non, justement. Si vous êtes, avec votre physique, voilà, là, de quoi vous parlez avec les... Non. Moi, je ne vais pas à Calais, par exemple. mais c'est inquiétant, on en rigole. En fait, c'est inquiétant. Et en fait, ce qui a été vraiment inquiétant, c'est qu'à chaque validation dans les urnes, donc après, il y a eu le premier tour des législatives où l'extrême droite a fait le Rassemblement national a fait un score effrayant. La semaine qui a suivi, en fait, c'était plus des tags, c'était une course-poursuite en voiture et des personnes qui se sont fait renverser par des voitures. Les mecs étaient armés de pelles et de pelles de chantier et de bâtons. Enfin, donc, en fait, ça a été un enchaînement de choses et de matérialisation, en fait. De concret, quoi. De concret, voilà. C'était un peu une petite... En fait, ça a permis de libérer une forme d'acte, les actes violents à caractère raciste qui se sont multipliés pendant toute cette période. Et effectivement, on a eu aussi le Royaume-Uni et notamment, je ne vais pas citer son nom parce qu'on ne va pas lui donner trop de visibilité, mais un activiste d'extrême droite qui est venu sur le littoral, qui a filmé une association qui agit sur le littoral et qui fait de l'aide d'urgence, qui s'appelle Utopia 56. Ils l'ont filmé, ils sont menacés de revenir en diffusant cette vidéo avec... ils ont offert, en fait, de mobiliser une quinzaine de personnes pour venir... Je les cite, chasser du migrant. Ouais, la bonne ambiance, comme voilà. on appelle ça. Donc, on va essayer de revenir à des choses un peu plus douces. Ce qui peut nous aider, c'est la fiction. Voilà, c'est les récits de vie, c'est les personnages, et c'est encore mieux quand c'est Juliette Arnaud qui nous les raconte. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires.
Celles et ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, vu par Michel Berger en 1985, ou selon la perspective plus interne de Sniper en 2006, allez, partons, nous nous enlaçons, des larmes plein les yeux, j'ai comme la drôle d'impression que cet au revoir est un adieu. Oui, voilà, les exilés. Le truc, c'est qu'en Occident, l'exil, c'est d'abord une punition, c'est la peine qui condamne quelqu'un à quitter son pays, genre définitivement. Et nous, en tout cas, on l'a intégré de la sorte parce que Abel, de la Bible, de Abel et Caïn, Abel, le tueur de son frère, qui est condamné, après le meurtre de son frère, à errer sur la terre. Nous, on intègre ça, on trouve même qu'Abel, il s'en sort bien, finalement, après tout, il n'est pas mort, et on conclut, les gens qui errent sont des gens horribles et qui ont pour but de se faire recoller les oreilles en pompant notre AMF. Heureusement, il y a eu d'autres récits, d'autres personnages d'exilés. Heureusement, c'est arrivé dès le départ. Merci bien, Homer, t'es un pote. Eh ben oui, parce que Ulysse, c'est aussi un gars condamné à errer après 10 ans de guerre, loin de sa terre, de sa Pénélope et de son Télémaque, sans pouvoir rentrer chez lui, dépendant au passage de l'hospitalité des rencontres, en attendant que le dieu Poséidon soit moins braqué contre lui. Et l'une de ces hospitalières s'appelle Circé, qui elle-même, c'est bien marrant, est une exilée, punie, envoyée sur une île grecque pour avoir eu un mouvement un peu rageux. Elle a transformé une rivale amoureuse en monstre marin. Oui, bon, c'est pas top. Mais quand on essaye ses pouvoirs au début, de magicienne ou de séductrice ou en cuisine, eh ben on les fait les conneries. Et puis merde quoi, si on pêche pas, Jésus il est mort pour que dalle, allez foutez bien la paix à ma Circé aux cheveux bouclés. Voilà, je me suis énervée, j'ai mélangé Jésus et les dieux grecs, je vais me faire engueuler. Circé, sur son île grecque, donc, où elle cultive sa solitude dans le maniement des plantes et la compagnie des animaux sauvages, Circé va accueillir Ulysse. Et ils auront une liaison amoureuse. Et si Homer ne sait que peu pencher dessus, c'est un mec, ça intéresse moyen, il y a une écrivaine américaine de notre temps, une prof de lettres aussi, de lettres classiques à la fac aux États-Unis, qui s'appelle Madeline Miller, qui a écrit un roman formidable qui s'appelle Circé, où ces deux exilés se trouvent, comme par hasard, une langue commune. Et ça, en fait, ça doit être un truc d'écrivaine, parce qu'en France, on en avait une, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Claire Etcherelli, et qui a eu un roman tout aussi formidable, qui s'appelait Élise ou la vraie vie. C'est l'histoire d'Élise qui s'exile à Paris en 1957, pour suivre son frère, qui lui avait dit « Un jour, Élise, ça sera la vraie vie. On fera tout ce qu'on veut faire, nous réaliserons nos rêves, nous irons rejoindre ceux qui vibrent comme nous. » Résultat, comme dans une chanson de Jean Ferrat, Élise, elle bosse pas pour les magazines, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine, à la chaîne. Mais dans cet exil épuisant, morne, décevant, il y a une lumière sur sa partie de chaîne automobile. Il y a Areski, exilé algérien, qui a quitté son pays en guerre. Et tout doux, entre Élise et Areski, un lien secret. Claire Etcherelli écrit, c'est Élise qui parle, « Mutilée par ma vie rabougrie et mes horizons bornés, ma sensualité bien vivante éclata à la chaleur de cette amitié secrète. » Et croyez-moi, il n'y en a pas 500 des histoires où l'amitié, la solidarité et la sensualité trouvent à s'exprimer. Alors bien sûr, la liaison entre Areski et Élise, elle est secrète parce que cette époque, une Française et un Algérien, on appelait ça un bico. C'est juste pas possible. Alors ils se cachent, sans endroit permis pour être intimes. Ils déambulent dans l'hiver parisien en évitant la police, qui est toujours ou en uniforme ou en civil. Et puis un jour, Areski emmène Élise rencontrer les siens au bidonville de Nanterre. Et il a ces mots. Entassement misérable, souffrance physique, maladie, pauvreté, froid, pluie, vent que secouent les planches, flaque qui se coule sous la porte, peur de la police, obscurité, douleur, partout. Ouais. La vraie vie, c'est pas le même tarif pour toutes et tous. C'est pas mal non plus, ça, sur une pierre tombale. Merci beaucoup, Juliette. Juliette Arnaud, qu'on peut retrouver en chronique, en podcast, sur nova.fr, sur l'appli Nova, sur Spotify, Deezer, Apple, toutes les plateformes. Peut-être même Juliette peut venir vous faire sa chronique chez vous, si vous la payez correctement. Saviez-vous qu'un proverbe chinois dit, je le cite, « La publicité, c'est de la merde. » Et pourtant, c'est l'heure de la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière, avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invité Flore Judet de l'Auberge des Migrants. Et vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire « Ouais, vous êtes bien sympa avec vos émissions, mais c'est à Paris, nous on n'habite pas à Paris, comment qu'on fait ?» Vous allez vous calmer déjà. Pour qui vous vous prenez? Ça va pas? On va faire les gros yeux, ça continue.
Et je veux vous signaler qu'on va bouger de Paris, puisqu'on va être à Toulouse le 17 novembre. Il y a des Toulousains, bah voilà, vous êtes venus pour rien, parce qu'on va Mulhouse, venir. ils sont dégoûtés. Et on ne vient pas à Mulhouse pour l'instant, peut-être. On ira donc Toulouse, 17 novembre. Retenez bien la date, ça sera donc 18h-20h en direct en public à la Cartoucherie, un lieu qui s'appelle La Cabane. Et vous pouvez réserver vos places sur talticket.com dès maintenant. Les places sont à dispo. Voilà, Flore Judet, tu es toujours avec nous. Toujours pour parler des réfugiés, de l'auberge des migrants. Et c'est le moment de la séquence l'invité de l'invité. On t'a demandé de venir avec quelqu'un ou quelqu'une. Et il s'agit aujourd'hui de Maëlle Galisson, qu'on peut applaudir bien fort, qui est avec nous. Salut Maëlle, sois le bienvenu. Merci. Tu es journaliste. Tu es journaliste sur le site Les Jours. Est-ce que tu peux tout simplement nous raconter ce que tu y fais et en quoi ça concerne la thématique de notre émission du jour? Ouais, alors je suis journaliste pas que sur le site des Jours, je suis pigiste, donc je bosse avec différents médias indépendants. L'occasion d'ailleurs de faire un petit coucou pour ces médias qui ont besoin aussi de sous. Voilà, les Jours en fait partie, donc c'est moi j'ai réalisé une série pour Les Jours, puisque c'est la manière dont ce média a décidé de traiter en fait de l'actualité, c'est-à-dire qu'il feuilletonne en fait ce qui peut se passer dans l'actualité. Et moi j'ai parlé en fait, du coup Flore m'a invité pour plomber encore plus l'ambiance. Il faut en parler, c'est important. Ouais. Puisque j'ai fait une série sur les exilés qui sont décédés en fait à la frontière franco-britannique en tentant de rejoindre l'Angleterre. Ouais. Donc tu documentes, tu racontes leur histoire au maximum. Oui, j'ai commencé un travail d'archivage. En fait, j'ai recensé en fait les personnes qui décédaient en allant fouiller en fait dans les archives de la presse, en faisant une veille des articles qui pouvaient sortir, en allant chercher les certificats de décès. Et j'ai établi une liste en fait des personnes. L'idée, elle est venue au départ surtout de ne pas perdre la mémoire et de garder en fait l'idée de combien de personnes meurent en fait à cet endroit-là. Parce qu'on entend les chiffres, évidemment, on entend les statistiques, mais on n'a pas les histoires. Oui, c'est ça aussi. C'est aussi ça. C'était une partie du traitement médiatique qui moi me gênait. Si tu suivais un peu la presse locale, t'avais des brèves ou des dépêches genre un migrant est mort sur l'autoroute, un migrant a été retrouvé sur la plage, un truc totalement désincarné en fait, où en fait derrière ce terme dont on parlait au début de l'émission, et en fait il n'y avait pas l'histoire, le parcours de vie de ces personnes, d'où elles venaient, pourquoi elles étaient là. Et donc l'idée de cette enquête là qui est parue dans Les Jours, justement, c'était d'aller au-delà de ces brèves et de reconstituer en fait des trajectoires migratoires, quoi. Et alors comment tu fais? Tu te rends sur place, tu discutes avec les... Ça fait longtemps que je couvre Calais en fait, ça fait pas mal de temps, et oui en fait ça passe par la rencontre avec des proches, avec des familles. Ça passe aussi par les associatifs. En fait, ils font un travail assez précieux en fait en matière de lien avec les proches et les familles. Donc c'est beaucoup de temps en fait à rencontrer ces personnes-là et essayer d'avoir des informations pour retracer ces parcours, quoi. Les traversées, on parle des traversées en bateau, mais est-ce qu'il y a encore des traversées en camion et en tunnel? Sous le tunnel, il y a des gens qui tentaient de traverser à pied à une époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est plus trop le cas parce que... grillagés, Ouais, c'est ça. En fait, Laure parlait de tous ces fameux accords bilatéraux en fait, signés entre la France et le Royaume-Uni. Ça a eu pour conséquence, en fait, notamment de construire toute une enceinte, une espèce de forteresse autour en fait, du port et d'Eurotunnel, qui étaient des lieux en fait, un peu stratégiques pour passer, puisqu'en fait, les personnes exilées se cachaient dans des camions, dans les remorques des poids lourds, et espéraient en fait, passer comme ça les contrôles, les différents contrôles qui peuvent exister, scanners, etc., qui existent à Eurotunnel ou au port de Calais, quoi. Et il y a des scanners comme les aéroports, on fait scanner les camions pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a des capteurs de CO2 aussi, j'ai vu ça. Exactement. Donc, tout ça financé. Alors tout ça a été mis à disposition soit par le Royaume-Uni, soit financé par la France. Mais il y a tout un dispositif en fait pour détecter en fait même le taux de CO2 qui peut apparaître dans la remorque d'un poids lourd. Donc ils mettent une sonde. Oui, alors ça passe aussi entre la bâche et l'armature de la remorque. Ou tu as un scanner, le camion passe sous le scanner, ou alors tu as des chiens, des vigiles avec des chiens qui reniflent. Mais c'était quoi la question déjà ?
Non, c'était ça, c'était quelles étaient les techniques. C'était seulement par des embarcations. En tout cas, pendant longtemps, en fait, ça a été on va dire la modalité de passage en fait de franchissement de cette frontière. Et puis en fait, le fait que le port et Eurotunnel se soient fortifiés, bunkérisés, a poussé en fait les personnes exilées à franchir autrement cette frontière. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que les gens ont commencé à passer par bateau, quoi. Et donc ça, c'est les années 2018-2019, quoi. Et donc avant, ouais, c'était par camion. Alors aujourd'hui, il y a encore des personnes qui tentent, mais c'est, on va dire, les plus à la dèche, quoi. Ceux qui arrivent en fait à Calais et qui n'ont plus de ressources financières pour... il faut payer un passeur pour pouvoir espérer avoir une place dans le bateau. Et donc, quand on n'a pas les moyens et pas les ressources via la diaspora, via la famille au pays... on tente dans le camion, puisque le camion, ça nécessite pas forcément la présence d'une tierce personne qui fait le rôle de passeur, quoi. On dit qu'à peu près entre 1999 et 2023, il y aurait eu 367 morts. Je vois les sourcils de Flore qui se... Non. Et à une époque où on passe notre temps à voir des séries sur des tueurs en série, il n'y a pas une plateforme qui en sort pas, France Télévisions, ils en ont gavé, etc., etc. On se dit que si un tueur en série faisait autant de morts, ça ferait longtemps qu'il y aurait eu Interpol, je sais pas, les plus grandes polices du monde qui seraient sur le coup, et puis peut-être des documentaires aussi. Des séries. Oui, en fait, c'est une hécatombe lancinante et qui dure depuis. Moi, j'ai commencé, en fait, le premier cas que j'ai pu recenser, ça remonte à 99. Alors, il y a de temps en temps, là, on l'a vu ces dernières semaines, puisqu'il s'est passé des choses atroces, notamment avec ce naufrage le 3 septembre où 12 personnes sont décédées. 15 jours plus tard, c'était 8 personnes qui mouraient dans la Manche, donc à 3 heures de train de Paris, même pas. Oui, en fait, il y a ces coups de projecteur un peu médiatiques qui apparaissent de temps en temps, et on se rappelle de l'horreur de ce qui peut se passer en fait à Calais et dans les environs. Mais le reste du temps, en fait, on va dire l'attention médiatique disparaît, et il y a pourtant des gens qui continuent de mourir, soit justement écrasés sous l'essieu d'un camion, soit juste un corps retrouvé en fait sur une plage d'Ambleteuse ou de Merlimont. Et ça fait pas la une des médias nationaux, ça fait une brève ou peut-être un peu plus dans les médias locaux, mais en fait, donc moi j'essaye en fait de retenir justement tous ces cas de décès-là. Et on conseille évidemment de suivre ton travail sur le site Les Jours. On peut parler un peu de ce site-là. Les Jours, c'est un média indépendant. Ouais. Tu y travailles depuis combien de temps ? J'ai commencé cette série en fait l'année dernière, au printemps 2023. Et oui, donc malheureusement en fait, c'est une série que moi j'aimerais bien clore. Oui, mais en fait, vu ce qui se passe, en fait, il y a encore des choses à raconter, et donc j'ai effectivement sorti un papier. Alors c'est pas tout neuf, mais avant l'été. Les Jours, oui, c'est un média qui est né. C'est des anciens de Libé qui sont partis de Libé, qui ont décidé de fonder en fait. Ils ont décidé de rester de gauche, tout simplement. Je te laisse. C'est toi l'auteur de ces propos. Oui, c'est vrai que c'est moi-même qui ai parlé, j'ai l'impression. Non, mais on conseille aux gens de s'abonner. Ils font un super travail. Et il y a toute une enquête sur Bolloré. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'une des premières séries qu'ils ont lancées, c'est Bolloré. Ouais. Et en fait, ils ont tellement de choses à raconter sur Bolloré, c'est qu'ils sont rendus à je ne sais plus combien de... Ils sont en burn-out. C'est ça. Permanent. Non, mais suivez Les Jours, abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup Maël. On peut t'applaudir bien fort. Maël Galisson, suivez son travail et abonnez-vous. Lesjours.fr. Je crois qu'un petit peu de musique nous fera le plus grand bien. Flore, t'écoutes quoi en ce moment comme musique ? Ah, tu t'attendais pas à cette question. On m'a pris par surprise. Je n'ai pas préparé là. Alors, tu dirais quoi ? Michel Sardou. Voilà. C'est possiblement ce qu'on va écouter, Juliette. Absolument pas. On va écouter, grâce à Dieu, The Weeknd, un titre de 2022 qui s'appelle Sacrifice. Et heureusement que c'est bien dansant comme titre, parce que sinon c'est l'histoire d'un mec qui dit à sa zouze des os, pas des os, mais je suis pas d'humeur à faire des sacrifices pour notre amour. C'était The Weeknd, Sacrifice. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré sont avec nous. Notre invité Flore Judet,
coordinatrice de l'Auberge des Migrants. Et depuis le début de cette émission, il y a une fake news qui a été proférée. Je tiens quand même à fact-checker ça en direct. Et c'est moi qui l'ai faite, puisque les réservations pour Toulouse ne sont pas du tout sur le site Talk Ticket, comme je l'ai dit, mais sur le site radionova.fr. Donc voilà, pour Toulouse, 17 novembre. Et il fait son retour dans l'émission L'homme de toutes les batailles, à commencer par celle avec son peigne qu'il a perdu depuis très longtemps, Thomas VDB. Bonjour à tous les amis, bonjour. Alors comme vous savez, moi déjà je suis ravi d'être là, et vous savez que notre nouveau patron, Mathieu Pigasse, il est milliardaire. Et ça a été un bouleversement à tous dans nos vies, hein. Je vous dis franchement, qui sont beaucoup plus glamour aujourd'hui. On boit du Sprit. Ce matin avec Émeric et Juliette, on est allé regarder un tournoi de polo. Voilà, les règles sont compliquées, hein, quand même, hein. Alors moi personnellement je le connais pas, Mathieu Pigasse. Donc la dernière fois que je suis venu dans l'émission, j'ai demandé à toute l'équipe, j'aurais dit comme ça, j'ai dit mais il est sympa Mathieu Pigasse. Et tous en même temps ils m'ont répondu ouais franchement il est sympa. J'ai dit ah ouais, comme par hasard il est sympa Mathieu Pigasse. C'est la première fois que je vous voyais valider aussi vite l'existence d'un milliardaire. Je pense vraiment c'est le contraire de la cancel culture. Vraiment c'est... Mais ce qui est bien c'est qu'apparemment Mathieu Pigasse il a insisté sur le fait qu'on avait une totale liberté d'expression à l'antenne. Et j'ai l'impression même, franchement, en disant ça, qu'il nous incitait presque à parler de lui. Et alors, il va être content, parce que je suis tombé sur un article dans le Canard enchaîné qui parlait de lui. Et apparemment, il n'a pas payé sa note au restaurant de l'Hôtel Cos, et il en avait pour 100 000 €. Il doit être trop content, je parle de lui, franchement. Je le dis, franchement. 100 000 €, parce que je me dis, franchement, quand il fait un resto basket, il fait pas les choses à moitié, Mathieu Pigasse. Franchement, c'est le Michael Jordan du resto basket, le gars. L'article du Canard, il dit qu'à l'Hôtel Cos, en plus, ils ont dit... heureusement, nous, ça faisait un moment qu'on avait passé sa note, on l'avait passé dans les pertes et profits, sa note. Et je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux aller manger à l'Hôtel Cos 5 fois par semaine. À chaque fois, tu dis, vous mettez ça sur ma note. Hein. Au bout d'un moment, ils te refusent l'entrée, mais ta note est passée dans les pertes et profits. Et je pense qu'on devrait penser à faire ça plus souvent. Ça, c'est vraiment un truc... voilà. Mais je me dis franchement c'est vrai qu'il est malin Mathieu Pigasse. Il vole aux riches pour en profiter lui-même. C'est une sorte de demi-Robin des Bois. C'est bien. Putain et franchement c'est bon la liberté d'expression, hein. Franchement je suis en train de kiffer là. J'ai l'impression de me faire un burger de liberté d'expression en fait. Avec double dose de maillot là. Franchement ça je kiffe trop. Et Pigasse en anglais ça veut dire cul de cochon. On a le droit de le lire. On a le droit de le lire. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Arcom Power. Moi, le problème, si je le croise à Nova, Mathieu Pigasse, c'est que j'ai peur de pas arriver à penser à autre chose. Parce que s'il me parle, je vais être là. Putain, il est milliardaire, le mec. En fait, je suis pas habitué à parler à un milliardaire. Et je vais avoir envie de lui dire vas-y, franchement, file un peu de thunes. Vas-y, franchement. Vas-y, franchement, file 4 000 €. Environ. File environ 4 000 €, s'il te plaît. Vas-y. Esprit Nova. On partage tout, mec. Vas-y, franchement. La familia. Mais alors, le mieux dans l'article du Canard enchaîné, c'est qu'ils disent que Mathieu Pigasse, il se souvenait pas d'avoir des notes impayées. 100 000 €. Il se souvenait pas. Le gars était attends, j'ai réglé ou j'ai pas réglé les 100 000 €? 100 000 €, c'est un détail pour lui. Et ben, ce gars-là, aujourd'hui, c'est le chef de cette bande-là. C'est-à-dire, Guillaume Meurice lui fait la bise. Je dis, attends, mais il y a un truc à vriller, non? Mais c'est vrai, aujourd'hui, en ce moment, les milliardaires, ils craquent un peu. Xavier Niel, il vient de sortir un livre qui s'appelle « Une sacrée envie de foutre le bordel ». On sent que ça va faire un gros tintamarre. Vraiment, ça va faire un gros tohu-bohu. Alors Xavier Niel, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gendre de Bernard Arnault. Et vraiment, on sent en ce moment qu'il veut faire bouger les lignes. Ça, pour moi, c'est un gars, il veut faire exploser le système de l'intérieur. D'ailleurs, il va tellement loin dans le système qu'il en arrive à se retrouver à l'intérieur même de la fille de Bernard Arnault. Et vraiment, tu dis, ça, le mec, il est à l'intérieur de l'intérieur du système. Vraiment, ça, il casse les codes. Il casse les codes. Parce que la dette de la France, c'est 3 000 milliards d'euros. Alors, pour se rendre compte, une dette de 3 000 milliards d'euros, c'est comme quand tu dois 3 000 € à un gars, mais 1 milliard de fois. Et c'est vrai que ça peut arriver plusieurs fois dans une vie de devoir 3 000 € à un gars, mais 1 milliard de fois. C'est vrai que sur Excel, ton échéancier, il fait 1 milliard de lignes. Mais il y a tout un truc en ce moment avec Bruno Le Maire, comme quoi il est en grande partie responsable de la dette. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il s'en fout, Bruno Le Maire? Il est parti en Suisse, là, c'est bon, il s'est poussé les cheveux, il a la barbe. C'est Antoine, là, maintenant, quasiment, Bruno Le Maire. Atoll! C'est ça, Antoine Le Maire.
Mais c'est fou, la dette de la France, tu te dis qu'il suffirait d'un truc, il suffirait de rassembler les 20 premiers milliardaires en France et juste de leur dire, les gars, j'ai une idée, vous allez vouloir m'interrompre, mais écoutez jusqu'au bout. Franchement, écoutez-moi, on prend tout votre argent. Non mais attendez les gars, laissez-moi terminer. Et là, en échange, laissez-moi finir. On vous donne juste pour vous un Center Park à vie, avec cantine ouverte 24/24, buffet des desserts, île flottante et tout ce que tu veux, massage à volonté. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais on en a déjà autant qu'on veut des massages. Ouais, mais là il y a plusieurs bassins. Et il y a les petites chutes d'eau qui peuvent te masser, les omoplates et tout, c'est bien. Franchement les gars, qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux? Hein? Et en plus, vous pourrez rentrer dans l'histoire. Sinon, autre solution pour la dette, si ça marche pas, je me dis, on fait la technique Mathieu Pigasse, on va au FMI, et on leur dit bonjour, est-ce que ça vous dérangerait de passer ça en perte et profit? On peut tenter, ça peut marcher. Merci à tous. Merci Thomas VDB. Merci pour ces conseils économie. Ah oui. Mais ouais, merci Thomas. Et je pense que Mathieu Pigasse, il a senti le coup. Parce qu'il est venu à toutes les émissions depuis le début. Mais pas aujourd'hui. Et là, il n'est pas là. Donc je pense, tu vois, il a cet instinct. Merci en tout cas, Thomas. On te retrouve en podcast sur toutes les applis possibles et inimaginables. Flore Judet, tu es toujours avec nous et tu es toujours coordinatrice de l'Auberge des Migrants à Calais. Ça n'a pas bougé. Tu as dû recevoir un questionnaire de Juliette Arnaud. Et oui, c'est un questionnaire qui fout grave la pression parce qu'elle te demande de choisir des livres, etc. Moi, par exemple, à part ceux de Bruno Le Maire, j'en lis aucun. Donc, heureusement qu'elle m'a jamais demandé. Juliette, c'est à toi. Je t'ai donc demandé, Flore, quel livre t'intéressait de l'enfance et tu m'as répondu, c'est un poème. C'est le magnifique et terrible poème de Prévert que vous avez sans doute étudié tous à l'école, qui s'appelle La Grasse matinée, qui est un poème sur un homme qui a faim et qui finit par « Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain, il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim ». Je trouve ça hallucinant que tu me parles de ce poème de Prévert et que tu aies la vie que tu es au milieu de gens qui ont la dalle et pas que. Et est-ce que tu as le souvenir de ce que tu ressentais quand tu étais enfant, la première fois que tu l'as entendu? Pas vraiment. Je me rappelle l'avoir appris trop, même avec le recul en le relisant. Je pense que je l'ai appris en primaire, donc c'était vraiment quelque chose où en fait ça conforte pas mal, mais la suite va le dire aussi, dans l'envie de rester enfant et cette petite bulle que le monde offre parfois, pas toujours malheureusement, aux enfants. Et oui, en fait c'est une litanie dans ce poème. On entend très souvent café crème et croissant chaud, et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté très longtemps. Et je sais pas, j'ai aussi fait du mal à faire appel à ma mémoire là-dessus, donc j'ai choisi quelque chose de court. C'était bien, c'était très bien. Puis, je pense qu'il parle à beaucoup de monde. Quel livre t'a donné envie de devenir une grande personne? Alors là, tu me l'as précisé tout de suite. Cette question impliquait de se considérer comme une grande personne et t'étais absolument pas sûre d'être une grande personne. On est d'accord à 19h47, toujours pas? Non. Et donc tu m'as répondu la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe. Alors ce qui est de rigolo, c'est qu'Agatha Christophe, c'est une écrivaine suissesse, sauf que elle était née en Hongrie et qu'elle y est restée jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'elle est partie à cause des événements, ce qu'on appelait les événements de 56, et donc c'était une réfugiée, elle aussi. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure, tu ne le savais pas? Absolument pas. Absolument pas. Non, vraiment, ça aurait pu être un truc hyper réfléchi de ma part pour montrer à quel point j'étais prédestinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est faux. Non, en plus, c'est un livre dont j'ai un souvenir extrêmement flou, juste extrêmement froid. Et comme je t'ai dit, j'ai trouvé ça très dur, ce questionnaire. Donc j'ai appelé une personne qui se rappelait mieux de mon enfance que moi, à savoir ma mère, qui m'a rappelé ce livre. Et j'avais ce truc en tête de très, très froid. Et du coup, c'est un peu... peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas envie de devenir des grandes personnes, parce que c'est deux jumeaux qui sont projetés qui grandissent de la pire des manières et qui se défendent comme ils peuvent, mais du coup ça devient aussi des personnes difficiles. Et c'est une lecture facile, je tiens à le préciser. Agatha Christophe, en tout cas. C'est pas Agatha Christie qu'on dit. Et voilà. Et on l'attendait quelque part. Bien sûr. Il y avait une tension. On se disait mais quand est-ce qu'il va la dire? C'est un peu comme Agatha Christie, c'est-à-dire c'est facile d'accès, le difficile, le ressenti est difficile. Vous êtes nul en littérature. Agatha Christophe. Et la dernière question que je t'ai posée, Flore, c'est quel est... Victor Hugo. Demande quoi? Victor Hugo. Je t'ai demandé quel livre te faisait beaucoup rire, et c'est un livre que tu es en train de lire, d'un bouquin qui est assez récent, qui date d'il y a quelques années, qui s'appelle Gagner la guerre, de Jean-Philippe Jaworski.
C'est un premier roman qui se passe dans l'univers de l'heroic fantasy. Moi, j'y connais pas grand-chose. Moi non plus. Mais toi, j'ai l'impression que ça te fait du bien d'être là-dedans. Mais écoute, c'est un livre, c'est marrant, hein, j'ai pensé à pas mal de choses avant ça, j'avais pas du tout ce livre en tête à la base. Mais c'est effectivement un livre où je me suis surprise à ricaner dans le train. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qui met en scène un personnage absolument atroce dans un monde... oui, c'est un assassin, c'est un tueur. C'est une barbouze, quoi. C'est une barbouze atroce. Dans un monde très machiavélique, et je crois d'ailleurs que c'est inspiré de Machiavel. Il y a cette espèce de cynisme et en même temps de ce personnage qu'on a envie de détester, et qu'on déteste d'ailleurs, parce qu'il fait des choses absolument détestables, mais qui est extrêmement bien écrit et extrêmement drôle. Et qui traite aussi de politique. Et qui traite aussi de politique. C'est tout est sur fond de machination politique et de gagner la guerre, justement. Donc en fait, ça te détend. C'est fou quand même. C'est quand même tordu. Chacun ses hobbies. Merci, en tout cas, merci Juliette, merci Flore d'avoir répondu à la question. Merci à Aymeric Lomprey Et tu sais que pour ses éclairages. depuis tout à l'heure, je cherche à faire une vanne avec un autre auteur. Avec Machiavel. Non, je ne connais pas. Voilà. J'ai vu que tu transpirais beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est Je l'alcool. fasse une vanne avec un autre auteur. je Peut-être connais c'est les pas. deux. Guillaume Merci. Meurice. Merci en tout cas, merci à vous deux. Savez-vous qu'un proverbe chinois dit il y en a plein le cul. Des proverbes chinois, c'est pas très gentil, mais le monde n'est pas gentil. La preuve, c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey et notre invitée, la coordinatrice de l'Auberge des Migrants de Calais, Flore Judet. Et c'est l'heure de celui que la Gazette de Saint-Roustan surnomme l'archange aux cheveux de sel, Pierre-Emmanuel Barré. Non, merci, non. Merci, non, Guillaume. Inutile de lancer des applauses. Je trouve ça même un peu déplacé. Hein, ça fait 2 heures qu'on parle de gens qui traversent la Méditerranée et la Manche à 50 sur un paddle. Hein, personne n'a applaudi. Moi, j'ai traversé Paris en Uber, j'ai une hola. Il est grand temps de revoir vos priorités humanitaires. Alors, aujourd'hui sur Nova, le sujet, c'est les migrants. Hein, sur CNews et BFM, ils doivent être là. Comment ça, aujourd'hui? On a le droit de faire d'autres sujets? Eh oui. Et on reçoit Flore de l'Auberge des Migrants, une association qui leur vient en aide près de Calais. Alors véridique, il y a 3 ans, j'ai passé 2 jours dans un camp de migrants avec des bénévoles de l'Auberge pour voir comment ça se passait à Calais. Et ben, comme vous pouvez l'imaginer, les conditions sont déplorables. Il y a de la boue partout, les gens sont tristes, sales, beaucoup ont sombré dans l'alcool. Après, j'ai quitté le centre-ville de Calais et je me suis rendu dans le camp de réfugiés. À part l'alcool, c'était pas beaucoup plus étincelant. Alors vous allez me dire, la situation s'est peut-être améliorée en 3 ans. Pas sûr. Pas sûr, hein, les camps de migrants, ça se gentrifie quand même vachement moins vite que Montreuil. Par exemple, impossible de trouver un Pokéball alors que c'est rempli de gens qui ont des têtes à en livrer. D'ailleurs, fun fact, l'Auberge des Migrants, c'est des Blancs qui apportent à manger à des Noirs et des Arabes. En fait, c'est Uber Eats à l'envers. Attention quand même les bénévoles, on n'est pas loin de l'appropriation culturelle. Bon. Alors, quand t'arrives dans le camp, à première vue, ça va, il y a des tentes, des réchauds, de la musique, tu rajoutes Franck Dubosc en slip, ça fait le film de l'été. Enfin, le film de l'hiver plutôt, parce qu'en décembre, quand même, ça caille un peu. Moi, j'ai partagé 2 repas avec les migrants, je vous cache pas que pour Top Chef, c'est mal barré. Hein, j'ai chié des épices et du sang pendant 1 semaine, j'avais l'anus tellement rouge et gonflé que j'avais l'impression d'être suivi en permanence par Gérard Larcher. Par contre, pour Koh-Lanta, les mecs sont prêts. Hein, quand t'as traversé des pays en guerre, échappé au réseau de trafiquants d'esclaves, survécu à la traversée de la Méditerranée, passé 6 mois dans des dunes près de Calais à faire des demi-nuits parce que des CRS débarquent à 4 h du matin pour lacérer ta tente 2 secondes, l'épreuve des poteaux, c'est les vacances. Non mais c'est bon, je vais rester vivre sur le poteau, on est bien. Juste si Denis Brognard pouvait fermer sa gueule, ce serait super. En tout cas, maintenant, on sait pourquoi ça s'appelle des tentes 2 secondes. Hein, tu les montes et 2 secondes après, les CRS les prennent. Et c'est pas tout, les réfugiés se font régulièrement gazer par la police. Alors, moi aussi, je me suis déjà fait gazer dans une tente, c'est terrible. Je vous déconseille le camping avec Aymeric. Évidemment, quand on évoque les conditions de vie déplorables des migrants, on entend souvent ce petit refrain. Ah ouais, eh ben s'ils sont si malheureux que ça en France, ils ont qu'à rentrer chez eux. Et il y en a même qui rajoutent,
Et puis pourquoi ils veulent aller en Angleterre alors qu'il pleut tout le temps, que la nourriture est dégueulasse et que les femmes sont moches? C'est pas vrai, personne dit ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre quand même. Si des gens sont prêts à risquer leur vie sur la route et à se retrouver parqués dans des camps à Calais, c'est parce que même ça, c'est mieux que ce qu'ils subissaient avant. Hein, franchement, vous feriez quoi, vous, si vous étiez dans un endroit où vous gagnez pas d'argent, vous n'avez pas de perspective d'avenir et pas de liberté? Eh ben, vous quitteriez France Inter pour aller à Nova. Alors, je sais qu'en parlant des migrants, je vais avoir sous la vidéo plein de commentaires avec des gens avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge en pseudo. C'est mes préférés. C'est mes préférés parce qu'ils sont hyper fiers d'être français, alors qu'eux, ils ont vraiment rien fait pour être français. Hein, rien. Ils n'ont pas quitté leur pays, ils n'ont pas passé d'examen, pas dû apprendre la langue à 40 ans. La seule chose qui s'est passée, c'est que leur grosse daronne a mis bas en France, quoi. Naître, c'est le seul truc que les gogoles arrivent à faire aussi bien que les autres. Il suffit que ta mère, elle écarte les jambes, qu'elle pousse, qu'elle te pompe dans une cible de 552 000 km². C'est encore plus facile que de pisser dans un lac sans en mettre à côté. Même Bruno Retailleau, il a réussi à naître en France, quoi. C'est vous dire à quel point ça demande aucune compétence. Alors, comme je lis pas les commentaires qui commencent par un drapeau, je vais répondre ici aux questions classiques qui vont pas manquer d'arriver. Ah ouais, nos SDF français alors, tu fais quoi pour eux? Pas grand-chose. Et vous? Si tu les aimes tant que ça, les migrants, pourquoi tu les accueilles pas chez toi? Parce que j'ai pas très envie. Hein, après, s'ils promettent de faire leur nuit, de pas chialer quand il n'y a plus de pommes-potes et de faire caca dans les toilettes, je veux bien les échanger avec mes enfants. Est-ce que c'est pas un peu l'âge de fuir son pays en guerre? Je sais pas, demandez à De Gaulle. Alors, j'exagère, évidemment. Évidemment, il y a aussi des Français qui ont eu le courage de rester et de collaborer. Les camps de migrants sont sales, ils laissent tous leurs déchets dans les dunes. Vous avez déjà vu le canal Saint-Martin après la fête des voisins? Combien de femmes ils vont agresser chaque jour pendant qu'ils sont en France? Très probablement moins que PPDA et Depardieu. Voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, c'est normal, c'est parce que vous êtes un con. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, merci Pierre-Emmanuel. Qu'on retrouve les mardis et mercredis à la Comédie de Paris en spectacle. Avant de te libérer, Flore Judet, tu es toujours avec nous avant de te relâcher. On avait quelques petites dernières questions à te poser. Et figure-toi que la première, elle est de Pierre-Emmanuel Barré aussi. Oui, moi c'est une question Pascal Pro. Hein, on estime qu'il y a environ 8000 migrants qui se sont noyés en tentant de traverser la Méditerranée. Est-ce que la montée des eaux, c'est à cause des Noirs et des Arabes? Je suis obligée de répondre. Non, tu peux prendre un joker. Juliette. Est-ce que parfois, Flore, tu aimerais avoir une activité professionnelle plus individualiste comme notaire ou humoriste? T'es pas obligé de répondre. T'es pas obligé de répondre. Pas forcément. Émeric. Oui, Flore Judet, tu es spécialiste dans la confiance en soi. Peux-tu expliquer le bonheur par soi et pour soi? Non. Et n'est-il pas une symbolique de la société de l'individualisme? Non, on comprend pas ce que tu racontes. Mais en fait, c'est parce que c'est Flore Judet, c'est une autre sur Internet. C'est vrai, ça. J'ai découvert J'osais pas ça. dire depuis le début. Ah oui, donc là, depuis le début de l'émission, tu te dis, mais pourquoi elle parle jamais de. Elle connaît bien un sujet qu'elle ne connaît pas. Bon, j'ai une question pour toi, Flore. Est-ce qu'en voyant Bardella, Ciotti, Morano, etc., des fois tu te dis pas, il y en a marre de l'immigration italienne? Je peux répondre à aucune de vos questions. Enfin, c'est l'interview vérité. Allez, une dernière question, Pierre-Emmanuel. Oui, toujours une question Pascal Pro, parce que j'aime bien. Flore, bien entre sûr. Nous, si vous aidez tous ces gens, c'est un peu pour vous sentir mieux, non? Joker également. Merci beaucoup, Flore Judet, d'avoir été avec nous. On rappelle qu'il faut soutenir l'auberge des migrants. Voilà, allez sur le site internet, allez sur place. Aidez au maximum comme vous pouvez. Merci Flore Judet d'avoir été avec nous. Merci. Merci à Florian Gouttière d'être venu. Guédré, Thomas VDB. Merci à l'invité de notre invité, Maël Galisson. Suivez. Les amis, n'oubliez pas le 17 novembre à Toulouse. Merci à toute l'équipe technique de l'Européen qui nous reçoit toutes les semaines. Sébastien, Théo, Alexis et compagnie. Merci à Malo, notre réalisateur, accompagné de Lucie, à Paul, à la technique depuis les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques d'ailleurs de Radio Nova. Frédéric Antelme, Cœur sur Watt, Colline, Mehdi, Bastien pour les réseaux sociaux. Merci aux équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien.
Merci à Christian pour la programmation musicale, tout le reste. Mano, Loris pour la prod. Notre indispensable rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. Mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien et vivement la dernière.